Une main se tend, tourne la poignée et ouvre la porte à la volée. Le soleil de midi est aveuglant, forçant Kim-gon à plisser les yeux en sortant. Il allume tranquillement une clope pendant que sa cible tremble, demandant qui a bien pu envoyer un monstre pareil. La cible est en sang sur le sol, essayant encore de faire le dur en demandant comment ça pourrait bien se terminer pour Gon. Il crache un avertissement, d'autres assassins sont déjà en route pour finir le boulot. Gon Essenfout royalement. Il braque son flingue, ignore les ultimes menaces du mec et presse la détente. Le boulot terminé, il reste là dans le silence, ordonnant à l'air ambiant de la fermer. Soudain, un aboiement joyeux brise cette atmosphère lugubre. Le regard glacial de Gon s'abaisse instantanément, son expression s'adoucissant en cherchant l'origine du son. Il est là. Mongo, la seule chose au monde dont Gon a vraiment quelque chose à foutre. Le petit carlin se roule sur le dos, la langue pendante, complètement indifférent au massacre qui vient d'avoir lieu. Le masque du démon du combat disparaît, remplacé par un mec juste heureux de retrouver son meilleur pote. Il repart avec Mongo, promettant au petit père un bon repas chaud une fois rentré à la maison. Voici Kim-gon, un homme connu dans la pègre sous un surnom terrifiant, le démon du combat. Derrière lui, il laisse une traînée de cadavres, juste une journée de boulot ordinaire pour un tueur à gages de haut vol. Sur le chemin du retour, il croise des gens normaux vivant des vies normales, un monde dont il est totalement détaché. Sa seule vraie préoccupation, c'est de savoir s'il lui reste assez de croquettes de luxe pour le dîner de Mongo. Il check son vieux téléphone à clapet et tombe sur un vieux spam bizarre parlant de « conquérir le Murim ». Il lève les yeux au ciel et le supprime. Il s'arrête dans une animalerie du coin pour faire le plein de provisions. Gon s'accroupit pour choisir les meilleures friandises, ne voulant que le top du top pour son chien. Une voix dans son dos le prend au dépourvu, lui demandant si ses anciens collègues lui manquent. Il se retourne, saoulé que quelqu'un l'ait traqué pendant son temps libre. Mais là, il voit l'expression de l'inconnu. Son instinct lui hurle que ce n'est pas juste une petite causette entre potes. Un assassin aux cheveux gris sourit comme un psychopathe, lui annonçant que c'est le jour parfait pour crever. Le tueur fait ses adieux au légendaire numéro 1, tandis que Gon réalise qu'il est coincé. Alors que le monde ralentit, sa dernière pensée est de se dire à quel point cette réalité est cruelle. Un seul coup de feu retentit, et l'écran vire au rouge. Tout devient noir. Gon se demande si c'est vraiment comme ça que le meilleur assassin du monde tire sa révérence. Même en sombrant, il prépare déjà sa vengeance depuis les profondeurs de l'enfer. Mais son cœur se brise pour Mongo. Le pauvre petit père va se retrouver tout seul maintenant. Soudain, la lumière revient, et la première chose qu'il voit, c'est la bouille joufflue de Mongo qui le fixe. Il cligne des yeux, confus, puis remarque la tête d'un chauve bizarre qui flotte juste à côté de son chien. L'instinct pur prend le dessus. Gon se redresse et colle un violent coup de boule à l'inconnu. Il recule en vitesse, se tenant la tête et se demandant pourquoi il n'est pas mort après avoir pris une balle dans le crâne. Mongo aboie et court vers lui, en pleine forme et tout heureux de voir son maître réveillé. Le chauve qu'il vient de frapper se met à pleurer de joie, hurlant que leur sauveur a enfin répondu à l'appel. Il réagit comme s'il venait de voir un miracle, alors que Gon pense juste que le mec est un grand malade. Gon regarde autour de lui et capte qu'il n'est plus du tout dans une animalerie. Il y a toute une armée de mecs en tenue d'arts martiaux qui dansent devant lui. Il est complètement paumé, se demandant de quel genre de sauveur il parle et où il a bien pu atterrir. Il croise à nouveau le regard du chauve, qui a l'air beaucoup trop excité de le rencontrer. Le mec se présente comme Issema, le grand ancien de la secte du sang sacré. Gon le fixe, essayant d'assimiler le fait qu'il se trouve dans un monde de sectes d'arts martiaux avec des titres pétés. Issema lâche une bombe. Leur mission n'est rien de moins que l'extermination totale du monde du Murim. Kim-gon est sur le cul, essayant de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Il observe le paysage fait de montagnes flottantes et de bâtiments anciens, réalisant qu'il est dans un endroit qui ne devrait même pas exister. Ça le frappe, il n'est plus sur Terre, il est dans une toute autre dimension. Apparemment, il a été invoqué dans ce monde dans un but bien précis, le conquérir. Le groupe en robe se met à l'acclamer, mais Gon n'entrave que dalle à toutes ces conneries de Murim. Il reste planté là, essayant de digérer la folie absolue de la situation. Quand il exige de savoir qui sont ces gens, les mecs en robe ont soudain l'air nerveux. Il sort son tel pour ne trouver qu'un gros « aucun signal ». C'est officiel, ça ne sert à rien ici. Gon perd son sang-froid, menaçant de péter un câble s'il ne le renvoie pas immédiatement. Issema a l'air blessé, ne comprenant pas pourquoi leur sauveur réagit comme ça. Gon s'en fout des titres, il traite le vieux de connard de chauve et exige un aller simple pour chez lui. Des rires résonnent dans l'immense arène alors que la foule observe la scène confuse. Gon se bouche les oreilles, le bruit et toutes ces conneries lui donnant un mal de crâne pas possible.
Quelqu'un murmure que le grand ancien n'est pas techniquement chauve. C'est juste que ses cheveux refusent de pousser. Les gens en robe sont sincèrement horrifiés par ce châtiment divin. Le grand ancien, Issema, tremble de frustration face à ce manque de respect. C'est là que le vrai boss s'avance. Saeok-Yong, le chef de la secte, qui prévient Gon qu'il est en grand danger. Les yeux de Saeok-Yong brillent d'une lueur rouge menaçante quand il dit au sauveur de la fermer. Au lieu de reculer, Gon sourit avec arrogance et dit au petit vieux de bien choisir ses mots. Il s'approche du chef, exigeant une vraie réponse sur les raisons pour lesquelles il a été traîné dans ce merdier. La tension atteint son comble quand Gon balance direct au vieux chef de secte que s'il ne le renvoie pas, il a intérêt à se choisir une tombe. Les disciples observent de loin, sentant qu'une baston est sur le point d'éclater. Saeok-Yong bouscule son aîné, décidant qu'il en a assez entendu et qu'il est prêt à parler affaire. Il fait une proposition de malade. Si Gon arrive vraiment à le battre en combat, il lui cédera sa place de chef de la secte du sang sacré. Issema pète un câble, n'arrivant pas à croire que le chef parie sa position là-dessus. Gon s'en tape d'une promotion, il veut juste retourner dans son monde. Il reste ferme là-dessus, mais le chef de secte n'a pas l'air d'accepter un non comme réponse. Les yeux de Gon s'écarquillent alors qu'il ressent un changement soudain et terrifiant dans l'atmosphère. La silhouette de Saeok-Yong est engloutie par une énergie bleue glaciale alors qu'il promet d'envoyer Gon direct en enfer. Une pression écrasante s'abat sur Gon, un truc qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Même en tant qu'assassin d'élite, ce niveau de puissance brute est totalement nouveau pour lui, mais il essaie de faire genre. Il se met en position de combat, se rappelant qu'en tant que démon du combat, il n'a jamais été vaincu. Il serre les poings, disant au vieux qu'il n'a pas besoin d'être prêt pour le fumer. Saeok-Yong sourit juste, se la jouant supérieur, mais Gon est tout aussi insolent, narguant le vieux pour qu'il attaque en premier. Très bien. Le vieux accepte de prendre l'initiative et d'en finir vite fait. Gon garde sa garde haute des deux mains, sa posture suivant parfaitement la technique classique d'un combattant pro. Mais soudain, Saeok-Yong disparaît de sa position tel un ninja. En voyant cette scène hallucinante, son visage devient pâle comme un mort. Comme s'il surgissait du sol, le vieil homme apparaît juste à côté de lui, prêt à lâcher une patate monumentale, tandis que Gon reste figé sur place face à une telle vitesse. Les yeux de Gon s'écarquillent. Il n'a jamais vu quelqu'un bouger aussi vite sans le moindre mouvement superflu. Avant même qu'il puisse réagir, un coup surpuissant le frappe à l'estomac, l'envoyant valser à travers l'arène. La force de la frappe de Saeok-Yong fait culbuter Kim Gon en arrière, son corps ricochant sur le sol comme un galet. Il s'écrase violemment contre le mur, creusant un cratère massif à sa surface. La poussière et les débris explosent dans les airs alors que l'onde de choc de l'impact se propage. Gon halète, du sang giclant de sa bouche alors qu'il essaie d'assimiler la puissance brute du coup. Il s'effondre à quatre pattes, chaque respiration étant une lutte atroce tandis que Saeok-Yong l'observe avec une froide indifférence. Le chef de secte se tient au-dessus de lui, la voix dégoulinante de condescendance en se moquant de l'idée que Gon soit un sauveur. L'expression de Saeok-Yong n'est que pure déception, déclarant que ce nouveau venu ne vaut même pas son temps. Soudain, le petit Mongo le carlin charge, plantant ses crocs dans la robe du chef de secte dans une tentative désespérée de l'aider. Les yeux de Gon s'écarquillent de terreur, il sait pertinemment à quel point ces gens sont impitoyables et hurle à son chien de fuir. Il est désespéré, criant un avertissement frénétique que le vieux tuera le chien sans hésiter. Un fracas assourdissant résonne dans l'arène, et le monde de Gon devient soudainement silencieux alors que ses yeux se remplissent de rage. Il regarde avec horreur Mongo être jeté comme un déchet, gisant immobile sur le sol dur. Sans l'ombre d'un remords, Saeok-Yong ordonne à ses hommes de jeter le monstre au loup et de laisser Gon pourrir dans une cellule. Le chagrin est écrasant alors que Gon hurle en retour, la voix brisée, déclarant que Mongo est sa famille. Quelque chose bascule au plus profond de Gon. Ses yeux brillent d'une lueur rouge meurtrière alors qu'il jure de buter le chef pour ce qu'il a fait. Saeok-Yong n'est pas impressionné, se moquant de Gon qui croit avoir encore la moindre once de pouvoir dans ce monde. Gon lève les yeux, le visage assombri et terrifiant, demandant au vieux bâtard s'il est vraiment si sûr de sa propre force. Il se relève lentement, une aura sombre et oppressante commençant à tourbillonner autour de lui face à son bourreau. Même Issema est surpris, confus par le changement glacial dans la présence du jeune homme. Saeok-Yong se contente de ricaner, se demandant si le cerveau du gamin a été secoué par ce dernier coup dans le bide. Gon ignore les insultes, demandant calmement à la foule qu'il pense être réellement la personne la plus forte au monde. Le chef de secte le fixe, complètement déconcerté par le petit objet métallique que Gon sort de ses fringues. La main de Gon bouge avec la précision d'un maître, sa voix froide comme la glace alors qu'il commence à révéler la vérité. Dans ce monde, le plus fort n'est pas celui qui tient une épée,
mais plus tôt. Il braque son flingue sur le visage du chef de secte, les yeux brûlants de l'intention meurtrière d'un maître assassin. Un craquement foudroyant déchire l'air alors qu'un éclair de feu jaillit du canon de l'arme. Les artistes martiaux restent plantés là, n'ayant jamais vu d'arme à feu de leur vie et complètement ignorants de la mort qui approche. Sae-ok-young a tout juste le temps de se demander ce que ce drôle de jouet est censé faire. Avant qu'il ne puisse cligner des yeux, une balle déchire l'air et s'encastre direct au centre de son front. L'impact est instantané et brutal, faisant basculer la tête du chef de secte en arrière alors que le sang gicle en l'air. Issema observe dans un silence stupéfait, la mâchoire décrochée en voyant la vie de son puissant chef s'éteindre en un battement de cœur. Le légendaire Sae-ok-young s'effondre, son corps sans vie heurtant la terre dans un bruit sourd et final. C'est officiel, le redoutable chef de la secte du sang sacré a été tué à l'âge de 64 ans. Le grand ancien arrive à peine à retrouver sa voix, fixant le cadavre de son maître dans une incrédulité totale. Finalement, le choc se dissipe et Issema hurle à toute la secte de charger et de tuer l'assassin. Une vague de disciples rugit de fureur, sprintant à travers l'arène pour démembrer Gon. Gon ne bronche pas, admettant que même s'il ne pouvait pas gagner avec ses poings, le jeu n'est pas encore terminé. Il sort son deuxième pistolet, maniant les armes mortelles à deux mains en se préparant à montrer à ce monde ce qu'un assassin des temps modernes sait vraiment faire. Les disciples chargent, hurlant en se ruant sur l'intrus solitaire. 김곤라체 운소울이래 나리오이스. Il attendait qu'il s'approche. Il lève ses deux flingues, la fumée s'échappant déjà des canons. Il a plein de plomb en réserve pour tout le monde. Les coups de feu éclatent, les flammes des canons illuminant le hall sombre. De son point de vue, ce ne sont que des cibles mouvantes. Ils ont choisi le mauvais mec pour faire chier. La première vague se fait déchiqueter instantanément, le sang giclant alors que les balles les transpercent. Il ne s'arrête pas de tirer, froid et méthodique à chaque coup. Un disciple s'en prend une directe dans la tête, son élan stoppé net. Une autre balle perfore un cultiste, envoyant une gerbe écarlate sur le sol. Le grondement rythmique des flingues résonne dans le chaos. Les balles sifflent dans l'air, faisant tomber les disciples comme des mouches. Le grand démon du poison regarde avec une horreur absolue ces hommes hurler et tomber autour de lui. Quelqu'un supplie désespérément pour que ça s'arrête. On nous ramène à un chon, où une petite frappe supplie pour sa vie. Un Kim Gon de 18 ans le regarde de haut, lui demandant s'il connaît les règles selon lesquelles il vit. Il garde sa gentillesse avec modération. Mais il livre sa vengeance au complet, un poing lourd s'écrasant sur la mâchoire du mec. L'impact fait voler son adversaire, les dents claquantes. Il attrape le gars par la tête, l'écrasant au sol pour finir le boulot. Il se tient au-dessus des restes du gang, le dos couvert de tatouages complexes. C'était Kim Jong à 18 ans, le « fantôme du combat », avec un palmarès parfait de 282 victoires. Une voix l'interpelle. Gon se retourne pour voir qui est assez courageux pour l'interrompre. Un colosse en costard blanc s'approche, remarquant que Gon se prend clairement pour le boss. Il demande à Gon s'il sait qui est vraiment la personne la plus forte. Quelqu'un qu'aucune compétence en combat ne pourra jamais battre. Gon Ricane. Il a déjà entendu ce genre de discours. Il demande au vieux s'il a l'air d'une putain de mauviette. Il dit au mec d'amener cette soi-disant personne la plus forte pour qu'il puisse voir ça de ses propres yeux. Un craquement soudain et assourdissant retentit. Le monde de Gon bascule d'un coup. Ses pupilles se dilatent sous le choc. Il n'a rien vu venir. L'homme en blanc tient un pistolet fumant. Peu importe ta vitesse, tu n'es pas plus rapide qu'une balle. Gon s'effondre, serrant sa jambe en sang. Il demande pourquoi bordel ce mec vient de lui tirer dessus. L'homme dit qu'il est là pour lui faire une offre. Gon hurle qu'il aurait simplement pu utiliser ces mots. Le mec sourit juste, disant qu'il lui a tiré dessus doucement. Gon réalise que ce gars est un grand malade. L'homme trouve la puissance de l'arme fascinante. Il pointe le canon en plein sur le front de Gon. Un seul doit décider maintenant s'il vit ou s'il meurt. Tremblant et en sang, Gon demande ce que le mec lui veut concrètement. L'offre est simple, bosse pour lui, et il fera de Gon l'homme le plus fort du monde. De retour dans le présent, le canon d'une arme est pointé à nouveau. Le grand démon du poison se tient l'épaule blessée, comprenant enfin l'écart de puissance. Gon se tient au-dessus des corps des disciples, demandant à l'ancien si c'est clair qui est le boss maintenant. Terrifié pour sa vie, le grand démon du poison hurle qu'il fera tout si Gon l'épargne. Le vieillard chauve, le grand démon du poison, esquisse un faible sourire et demande au nouveau boss si le trône est confortable. Kim Jong est assis là, l'air mortellement ennuyé, serrant toujours l'arme qui vient de lui assurer la première place au sein du culte de la mort sanglante. Il a même officiellement inscrit son chien, Mongo, comme nouveau vice-chef du culte.
L'ancien continue d'essayer de faire cool avec un sourire, espérant rester dans les petits papiers de Jon. Mais un seul regard assassin du nouveau chef le fait suer à grosses gouttes en un instant. Jon craque, hurlant qu'il n'a jamais demandé tout ce merdier, qu'il veut juste retourner dans son monde. Le grand démon du poison bafouille, insistant sur le fait que ce n'est pas vraiment une requête difficile à gérer. Mais ensuite, il avoue la vérité. Ils n'ont en fait aucune putain d'idée de comment le renvoyer chez lui. Jon commence à s'éloigner, notant sèchement que l'ancien aurait vraiment dû commencer par cette info. Le visage de l'ancien pâlit, alors qu'il sent l'acier froid d'un pistolet pressé fermement contre sa tempe. Jon n'est pas d'humeur à jouer, menaçant d'envoyer le vieux rejoindre l'ancien chef qu'il vient de buter. L'ancien tombe immédiatement à genoux, suppliant d'avoir juste quelques jours pour trouver un moyen. Il reste prosterné sur le sol, chialant presque pour avoir un peu de temps pour arranger les choses. Jon se frotte les tempes, une migraine monstre se formant alors qu'il gère le bordel absolu dans lequel il se trouve. Il regarde le vieux déguerpir, se demandant sérieusement s'il n'aurait pas été plus simple de juste presser la détente. Il s'affale sur le trône, fixant son téléphone mort et ayant l'impression qu'il va péter un plomb. Soudain, l'appareil vibre et BIPE dans sa main. Il fixe l'écran sans y croire. Le truc n'avait définitivement plus de batterie il y a une minute. Un message de spam bizarre apparaît de la part d'une certaine Kim Mi-young, lui offrant une chance de diriger le Murim. Il le reconnaît instantanément comme le même message qu'il avait reçu juste avant sa mort. Il regarde le texte de plus près, mais la plupart ne sont que des conneries absolues sur des codes d'entrée. Il tapote frénétiquement l'écran, mais le téléphone ne le laisse pas envoyer la moindre réponse. Le texte se met à jour, lui annonçant qu'il doit accomplir une mission pour rentrer chez lui. La tâche? Conquérir le Murim. On lui donne un délai d'1 an pour réussir cet exploit impossible. Il serre le poing alors que la pénalité en cas d'échec apparaît sur l'écran. S'il ne termine pas la mission, le système dit qu'il tuera son chien, Mongo. Jon se prend la tête de désespoir, la gravité de la menace le frappant de plein fouet. Le message se termine par un joyeux « bonne chance » et un tas d'émojis insupportables. Un rugissement de pure fureur résonne dans le palais alors qu'il hurle le nom de Kim Mi-young. Il sort du trône en trombe, à la recherche de ce foutu chauve qu'il vient d'épargner. Au coin de la rue, le grand démon du poison est occupé à faire un sac, espérant s'éclipser avant que le taré ne vienne le chercher. Il fait presque un arrêt cardiaque en se retournant et en voyant Jon planté juste là. Il se met à bégayer, prétendant qu'il était justement sur le point de partir chercher un moyen de ramener son chef chez lui. Il supplie encore pour sa vie, mais Jon lui dit de se calmer 2 secondes. L'ancien l'avertit que continuer à tuer ne mènera qu'à une fin douloureuse. Jon perd patience et hurle au vieux de la fermer et d'écouter pour une fois. Il prend une grande inspiration et s'éclaircit la gorge, acceptant enfin sa situation. L'ancien le regarde, complètement déconcerté par le changement soudain de son ton. Jon se redresse et donne l'ordre, ils vont conquérir le Murim. Le grand démon du poison est ému aux larmes, saluant Jon comme leur véritable sauveur. Mais Jon l'arrête, précisant qu'il a une condition très spécifique. L'ancien s'avance sur le balcon, appelant tout le culte à prêter attention à une annonce majeure. Debout sur le balcon du palais, le grand démon du poison annonce qu'il transmet un décret direct du nouveau chef de culte. Il déroule un parchemin avec la tête d'un carlin mignon dessus, déclarant que le culte de la mort sanglante est officiellement mort et renaît sous le nom de culte Mongu. L'immense foule de disciples lève le poing à l'unisson, scandant le nouveau nom ridicule de leur organisation avec une énergie surprenante. Tout le monde n'est pas ravi. Certains disciples pleurent face à l'humiliation totale de ce nouveau titre, souhaitant désespérément pouvoir juste s'enfuir. Pendant ce temps, l'inspiration du nouveau nom du culte, Mongo, est juste assis sur son estrade et halète joyeusement, complètement inconscient du bordel qu'il provoque. Quelques membres du culte semblent très bien prendre le changement, allant même jusqu'à déclarer leur amour inconditionnel pour la petite bête. Alors que le choc commence à se dissiper, certains commencent à se demander si avoir une mascotte mignonne pour un culte n'est finalement pas une si mauvaise idée. Avec un chien fier à la barre et un chef sous pression, le compte à rebours d'1 an pour conquérir le monde du Murim commence officiellement. La nouvelle se répand. Le culte démoniaque a un nouveau chef et un tout nouveau nom, le culte Mongu. Regardant depuis son balcon, un homme écoute attentivement les derniers renseignements. Il s'agit de Gu Guiewang, le chef de la secte Quinlin, et il sent qu'un nouveau vent souffle. Son subordonné mentionne une rumeur selon laquelle ce nouveau chef de culte utiliserait une sorte d'art démoniaque étrange. Gu Guiewang est instantanément curieux. Tout ce qui est étiqueté « démoniaque » signifie généralement de mauvaises nouvelles pour les autres. Les rapports disent qu'à chacun de ces mouvements, une personne finit morte. Le mec a même un nom pour ça, une pichenette. Le subordonné essaie de montrer comment ça marche,
même s'il devine surtout à ce stade. Gu Guang n'est pas vraiment impressionné par la démo, mais il reste définitivement sur ses gardes. Pendant ce temps, au QG du culte, l'ambiance est loin d'être paisible. Ding Guang, le 5e ancien, pète littéralement un câble sur le fait qu'un parfait inconnu vient de s'emparer de la direction sans leur approbation. Pucheolo, le 2e ancien, essaie de garder les pieds sur terre, rappelant à tous que leur doctrine dit que la personne la plus forte décroche le poste. Ding Guang ne veut rien entendre. Pucheolo lui dit qu'il ferait bien de faire gaffe à ce qu'il dit parce que ça lui plaise ou non, c'est le gars qui commande. Juste à ce moment-là, un ancien frappe violemment la table de rage, clairement choqué par la vitesse vertigineuse de ces changements. Il commence à énumérer tout le sang, la sueur et les larmes qu'il a versées pour le culte au fil des ans. Yukpe, le 4e ancien, se joint au festival de plaintes, gueulant sur tout ce qu'il a sacrifié. Pucheolo les coupe, leur disant de prouver qu'ils sont plus forts s'ils ont vraiment un problème avec ça. Il souligne l'évidence, Kim Gong a vaincu l'ancien chef, et c'est toute la preuve dont ils ont besoin. Il les prévient que s'ils le défient en se basant uniquement sur leurs sentiments blessés, ce sont eux qui vont crever. Le message passe enfin, et la salle devient silencieuse alors que les anciens réalisent à qui ils ont affaire. Pucheolo demande officiellement à tout le monde de saluer leur nouveau chef. Kim Gong entre dans la salle de réunion, l'air complètement saoulé par toute cette situation. Les anciens n'hésitent pas une seule seconde, bondissant tous sur leurs pieds à l'unisson pour offrir leur salutation formelle. Même ceux qui étaient en train de se plaindre présentent maintenant leur respect au nouveau boss. Soudain, quelque chose attire l'attention du gros 4e ancien. Soudain, un petit carlin nommé Mongo pointe le bout de son nez de derrière la jambe de Gon. L'attitude de gros dur de Yukpe disparaît instantanément quand il voit la bête mignonne. Il se demande où sur terre Kim Gong a pu trouver un petit chien aussi adorable. Il se penche et appelle Mongo mon pote, adressant au chien un grand sourire amical. L'expression de Kim Gong s'assombrit. Il n'apprécie clairement pas que Yukpe touche à son animal. Sans dire un mot, Kim Gong décoche une droite brutale directe dans la face de Yukpe. L'impact envoie l'ancien valser en arrière, s'écrasant sur le sol dans un bruit sourd. Yukpe reste là, sonné, serrant sa bouche en sang et se demandant ce qu'il a fait de mal. Kim Gong lui ordonne de ne plus jamais oser ouvrir la bouche en sa présence. Terrifié et en sang, Yukpe s'excuse frénétiquement tout en gardant la tête baissée. Une vague de réflexion envahit les anciens qui se demandent collectivement ce que ce nouveau venu veut exactement. Un subordonné chauve s'avance pour démarrer officiellement la réunion du conseil. Kim Gong s'installe confortablement et se détend, l'air beaucoup trop à l'aise pour quelqu'un dans une pièce pleine de tueurs. Il lâche un ultimatum massif, ils vont conquérir le monde entier du Murim. Et s'ils n'y arrivent pas d'ici un an, ils n'auront qu'à tous se suicider. La pièce tombe dans un silence de mort alors qu'il demande si quelqu'un ici a vraiment envie de crever. Vu que personne ne se porte volontaire pour le pacte de suicide, il leur dit de commencer à pondre un plan pour conquérir le Murim. Pucheolo décide qu'il est temps d'être franc avec le nouveau boss. Il dit direct à Kim Gong que conquérir tout le Murim en seulement un an est une pure utopie. Kim Gong ne le regarde même pas, le cataloguant avec mépris comme une personnalité de type T. Alors que l'ancien reste planté là, confus, le nouveau chef en remet une couche, le traitant de connard totalement obsédé par la logique. L'insulte passe complètement au-dessus de la tête de Pucheolo, qui essaie de comprendre ce que ce terme moderne signifie. Ding Guang atteint son point de rupture et frappe du poing sur la table dans un accès de rage. Il hurle qu'il en a assez entendu de ces conneries absolues venant d'un nouveau. L'ancien aux cheveux rouges pointe du doigt, accusant les autres d'être des lâches pour avoir laissé ce mec prendre le pouvoir. Puis il tourne sa fureur vers Kim Gong, le défiant en duel pour le titre de chef de culte, là, tout de suite. Ding Guang ne recule pas. Il est prêt à tuer pour retrouver sa gloire passée. Kim Gong lui lance juste un sourire froid et flippant, et lui demande s'il est vraiment prêt pour ce qui l'attend. La question lourde de sens laisse la pièce dans un silence épais et tendu. Ding Guang s'en fout. Il est convaincu que le petit nouveau a juste utilisé un tour de passe-passe minable pour gagner le dernier combat. Pendant ce temps, Kim Gong vérifie discrètement son pistolet, sachant qu'il doit faire en sorte que chaque balle compte dans ce monde. L'ancien remarque que Kim Gong baisse les yeux et pense qu'il a enfin réussi à l'atteindre. Il commence à jubiler, totalement convaincu que le sauveur n'est en fait qu'un amateur terrifié. Pucheolo essaie de le faire taire, sentant que Ding Guang est sur le point de faire une erreur massive et fatale. Kim Gong reste silencieux, laissant le rouquin continuer à creuser sa propre tombe avec son arrogance. Ding Guang se penche avec un visage suffisant et déformé, demandant d'un ton moqueur si le boss a peur. Même le petit Mongo a l'air choqué par l'audace incroyable de ce mec devant son maître. Les insultes continuent de fuser alors que l'ancien se marre,
traitant le nouveau chef de poule mouillé sur le point d'abandonner. C'était la goutte d'eau. Kim Gon sort son flingue, le regard glacial, et lui dit juste de crever. Il pose son doigt sur la détente, prêt à mettre fin à cette dispute pour de bon, mais soudain, une sonnerie bruyante, BZZ BZZ, déchire l'air. La sonnerie provient de son vieux téléphone à clapet, et alors qu'il le décroche, il se demande quel genre de connerie se passe encore. Ignorant tout le monde, il ouvre son clapet et ses yeux s'écarquillent en voyant le contenu du message. Ding Wang rigole de plus belle, pensant que la mauviette est trop tétanisée par la peur pour faire le moindre geste. Finalement, le nouveau chef prend la parole, demandant si c'est vraiment une baston que l'ancien veut. Il commence à avancer, le bruit de ses bottes résonnant dans le hall silencieux. Il accepte le défi, mais le ton de sa voix est complètement passé à quelque chose de prédateur. Il est prêt à jouer le jeu, mais il amène ses propres règles sur la table. Il dit à Ding Wang qu'il n'y a qu'une seule condition pour ce duel. L'ancien ressent soudain une vague d'intention de tuer pure et absolue qui le glace sur place. Une aura démoniaque massive explose derrière Kim Gon, montrant au mec aux cheveux rouges exactement quel genre de monstre il vient de défier. La nuit tombe sur la secte alors que les disciples se rassemblent. La nouvelle a fuité que le nouveau chef est sur le point d'affronter le 5e ancien. Ces mecs se demandent si le chef de secte est juste imprudent ou si le premier ancien a complètement perdu la boule. Un disciple seigneur intervient, disant qu'il y a une raison pour laquelle Ding Wang est un grand maître. Il leur dit que le plus terrifiant chez Ding Wang, ce n'est pas seulement sa puissance. C'est le fait qu'il ne bronche même pas quand quelqu'un met tout ce qu'il a dans un coup de poing. Il se prendra une patate en pleine face et dira juste à son adversaire de taper plus fort. Peu importe la force à laquelle tu le frappes, il reste juste là à se marrer. Il est connu pour avoir une défense totalement impénétrable. La légende raconte qu'il est assez costaud pour résister à l'attaque d'un tigre littéral. C'est comme ça qu'il a eu le surnom de « vainqueur de tigre ». Les plus jeunes écoutent, mais certains doutent encore. Puis ce mec grassouillet prend la parole, affirmant qu'il était là le jour où le nouveau chef a pris le pouvoir. Il décrit ça comme une journée parfaitement claire dans les montagnes. Puis soudain, le tonnerre a grondé, et l'ancien chef a été retrouvé mort sur le sol. C'est là que la vraie bataille pour le contrôle a commencé. Kim Gon bougeait comme l'éclair, faisant tomber les disciples à gauche et à droite. Pendant que les gens crevaient, un mec était littéralement assis là avec des lunettes 3D en mangeant du popcorn. Il n'y a eu aucune exception. Même les plus âgés ont été pris entre deux feux. Un dernier tir a résonné à travers les arbres, choquant tout le monde et ramenant le silence. À ce moment-là, il a gagné son titre officiel, le démon réducteur de déchets. Les disciples sont un peu confus par le nom, mais ils ne vont pas risquer de corriger le mec. De retour dans le présent, la foule se tait alors que les deux combattants entrent dans l'arène. C'est le duel que tout le monde attendait, et la tension est à son comble. Kim Gon reste calme face à la montagne de muscles devant lui. Ding Wang fait craquer ses jointures, prêt à en finir vite fait. Il retire sa chemise pour montrer sa carrure massive et demande si Gon est prêt à se faire démonter. Gon soupire juste, lui disant que tout le monde fait le malin jusqu'à ce que la vraie baston commence. Il fixe l'ancien et lui dit que les bavardages s'arrêtent dès que les tirs commencent. L'arbitre s'interpose pour commencer officiellement le match entre les deux. Il règle ça via un ancien rituel appelé le « jugement originel ». Les règles sont super simples pour celui-là. Chaque personne a droit à une seule attaque nette sur l'autre. Celui qui reste debout a le droit de décider si le perdant vit ou meurt. Ding Wang se fout de sa gueule, lui demandant s'il a déjà oublié son surnom légendaire. Il se vante à nouveau de sa défense, affirmant qu'il peut encaisser n'importe quel coup. Il est tellement confiant qu'il propose de laisser Kim Gon porter le premier coup. Gon accepte et pointe son pistolet, annonçant qu'il vise le torse. Ding Wang sourit, persuadé que le gamin tremble de peur. Le géant contracte chaque muscle de son corps, se préparant à l'impact. Il croise les bras sur son torse et met Gon au défi de donner tout ce qu'il a. Un coup de feu retentit, mais la balle ne touche pas son torse, elle transperce direct la cuisse de Ding Wang. La foule et l'arbitre sont complètement paralysés par le spectacle. La foule entière est figée sous le choc, incapable de croire ce qu'elle vient de voir. Kim Gon reste planté là, son flingue braqué, l'air totalement imperturbable face au chaos qu'il vient de provoquer. Un des disciples n'arrive pas à comprendre. Comment cette petite chose bruyante a-t-elle pu percer la défense légendaire de l'ancien? Ding Wang hurle à l'agonie, serrant son genou en sang alors que la douleur se fait enfin sentir. Les spectateurs sont sans voix, voyant leur héros mis à genoux aussi facilement. L'ancien lui gueule dessus, l'accusant de tricher puisqu'il avait dit qu'il viserait le torse. Gon le regarde de haut avec une expression ennuyée, se foutant royalement de ses plaintes. Il lui lâche un petit sourire suffisant
demandant pourquoi il en fait tout un plat. Ding Wang fume de rage, sa fierté étant bien plus blessée que sa jambe. Il essaie de se forcer à se lever, mais son genou fracassé refuse de coopérer. Il se dit de rester calme, sachant que c'est enfin à son tour de riposter. Il prévient Gon que ses poings ne sont pas une blague, et qu'il va sentir chaque once de cette douleur. Malgré sa blessure, il commence à concentrer toute son énergie dans son poing pour un dernier mouvement désespéré. C'est sa technique la plus dévastatrice, conçue pour ressembler à la morsure d'un tigre broyant les os. Il se jette en avant avec tout ce qu'il a, dans le but de terminer le duel en un seul coup. Mais un autre bang retentit alors qu'une balle du pistolet se loge dans son autre cuisse. Les spectateurs autour sont frappés de terreur, car ils pensaient voir leur nouveau chef se faire pulvériser, et pourtant. Mais pour qui Gon se prend-il, bordel? Ah, une fois de plus, il braque son arme directe sur le visage de l'ancien. L'arbitre tente d'intervenir, disant que c'est un duel au tour par tour et que Gon ne peut pas tirer à nouveau. Gon réplique, demandant qui a bien pu inventer ces règles à la con en premier lieu. Il exige de savoir quel article de la Constitution coréenne dit qu'il doit s'asseoir là et encaisser un coup. L'ancien chauve qui se tient dehors est complètement sur le cul face à la philosophie tordue de Gon, se disant que même le diable resterait sans voix devant ce gars. Ding Wang est de retour au sol, son corps lâchant sous la pression pure que Gon dégage. Gon commence à parler d'un vieux dicton de son monde que l'ancien ne comprendrait pas. C'est le classique sur le fait d'entrer dans la tanière d'un tigre, mais il y met sa propre touche. Il lui dit que dans son monde, il suffit d'un flingue pour gérer n'importe quel tigre. Bang! Un tir de sommation part juste à côté de l'oreille de l'ancien, le faisant sursauter. Ding Wang serre les paupières, pensant vraiment que c'était la balle destinée à sa tête. Gon lui dit qu'il lui doit la vie maintenant, alors il a intérêt à ne plus tester sa patience. Il range son flingue et commence à s'éloigner, laissant tout le monde dans les vapes. Ding Wang reste assis dans son propre sang, se sentant complètement humilié mais bizarrement soulagé. Un sourire flippant commence à se dessiner sur le visage de l'ancien alors qu'il réalise ce qui vient de se passer. Il en vient d'une manière ou d'une autre à la conclusion que cette raclée brutale était le début d'une belle amitié. Pendant ce temps, Gon panique intérieurement parce qu'il vient de capter qu'il a tiré sa toute dernière balle. Soudain, un son familier résonne dans sa tête, signalant une mise à jour du système. Il regarde son arme vide, réalisant à quel point il est passé près d'être complètement sans défense. La mission est un succès, et vu qu'il n'a pas tué l'ancien, le système lui file 30 cartouches et une récompense aléatoire. De retour dans le hall principal, Gon demande pourquoi il n'y a que 4 anciens présents aujourd'hui. Les autres anciens expliquent qu'ils sont en fait 5 au total. La troisième ancienne est actuellement absente pour une mission séparée, et elle n'est pas le genre de personne à faire chier. On passe à une scène de carnage absolu où des gens se font découper en un instant. Une femme aux longs cheveux noirs est au centre du massacre, ne laissant que des cadavres derrière elle. C'est Jinwaran, la troisième ancienne, et on vient de l'informer à propos du nouveau mec qui dirige la secte. Jinwaran essuie le sang sur son visage, soupirant sur le fait que c'est tellement relou quand les gens essaient si fort de mourir pour une cause perdue. Quand elle entend qu'un nouveau venu a réussi à abattre à la fois l'ancien chef et le cinquième ancien, sa curiosité est instantanément piquée. Elle ordonne à son escouade de plier ça vite fait pour qu'ils puissent retourner à la secte et voir ce nouveau chef de leurs propres yeux. Avec un sourire à la fois joueur et dangereux, la troisième ancienne Jinwaran se prépare à rencontrer le mec qui a mis la secte du sang sacré sens dessus-dessous. Mongo commence la journée en aboyant comme un dingue juste à côté du lit. Kim Gon se réveille avec HW Ball qui plane au-dessus de lui avec des salutations matinales beaucoup trop intenses. Les réflexes prennent le dessus, Gon décoche direct une droite dans la face du gars. Encore dans les vapes, Gon demande pourquoi il fait autant de bruit. HW Ball répond qu'il était occupé à pratiquer ses arts martiaux pendant que le boss dormait. Le rouquin saigne du nez mais sourit toujours, disant qu'il s'entraîne juste pour garder le chef de secte en sécurité. Gon le traite juste de connard. Gon lui dit de dégager, laissant HW Ball l'air déçu pendant que l'ancien chauve observe. L'ancien chauve a l'air surpris quand Gon lui dit qu'il est temps de rassembler tous les anciens pour une réunion. Le bâtiment massif de la secte du sang se dresse fièrement, l'air un peu trop calme pour son propre bien. Une fois tout le monde rassemblé, Gon va droit au but. Il veut savoir pourquoi ils suivent ce code de l'élu. Un des anciens lève la main, prêt à donner une leçon d'histoire sur pourquoi les choses sont autant parties en vrille. Il commence par expliquer que l'Alliance Wulin, les mecs qui prétendent être la faction vertueuse, étaient tout sauf ça. Il voyait la secte du sang sacré comme une épine dans le pied dont il fallait se débarrasser. Un flashback se déroule, montrant la secte engloutie dans un océan de flammes, prise en tenaille par les factions vertueuses et peu orthodoxes. L'air est rempli de cris désespérés implorant la pitié, mais aucune n'est accordée. C'était un massacre total.
Les ordres étaient d'éliminer tout le monde, même les gamins. Au final, la secte n'était qu'un lion déchiré par des hyènes des deux factions, la vertueuse et la peu orthodoxe. Gon écoute, réalisant que ces mecs ne sont ni des héros ni des méchants. Ils ne rentraient juste pas dans le moule. L'ancien explique qu'ils vivaient simplement selon leurs propres principes, mais que le résultat a été une défaite totale. Maintenant ils regardent Gon comme leur sauveur, espérant qu'il pourra enfin apporter un peu de paix dans ce monde chaotique. La silhouette d'un ancien guerrier montre le poids de la voie qu'il lui demande d'emprunter. L'ancien admet que conquérir le Murim en un an est basiquement impossible, mais qu'ils n'ont pas le choix. Gon n'achète pas vraiment la comédie du héros. Il demande s'il a l'air d'une sorte de Power Ranger envoyé pour les sauver. Gon fait remarquer que l'unification et la paix sont déjà assez dures à atteindre dans son propre monde, tandis que le gros ancien et HW Ball écoutent en silence. L'ancien chauve avoue enfin qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi Gon est l'élu. Gon a l'air confus quand l'ancien commence à raconter le jour où ils ont été attaqués et où tout a changé. La secte était en train de brûler, et ça sentait la fin pour tout le monde. Une version plus jeune de l'ancien était à genoux, suppliant un soldat pour sa vie. C'est là qu'il a vu une silhouette mystérieuse debout dans la fumée, ayant l'air complètement à côté de la plaque. Le soldat est confus, essayant de deviner qui est cet homme encapuchonné rien qu'en le regardant. La mystérieuse silhouette se tient silencieuse, le visage caché dans l'ombre de sa cape. En un éclair, l'inconnu se met à bouger, laissant les soldats se demander d'où il sort. Un des assaillants exige qu'il se montre, mais il est déjà au beau milieu du chaos. L'ancien hurle de terreur alors que la bataille éclate autour de lui. Il supplie pour sa vie, affirmant qu'il est un vieil homme qui ne sera plus là pour longtemps de toute façon. Soudain, l'homme mystérieux jette un parchemin sur le sol juste devant lui. Il dit à l'ancien qu'un sauveur arrivera à un moment et à un endroit précis pour unifier le monde du Murim. L'ancien le ramasse, complètement abasourdi par ces histoires de sauveurs qui popent de nulle part. Sans dire un mot de plus, l'homme encapuchonné tourne le dos aux flammes et disparaît. De retour dans le présent, Gon demande s'ils ont fini par découvrir qui était cet homme mystérieux. L'ancien répond que non, mais qu'il y a un détail spécifique qu'il a remarqué chez lui. Il pointe sa propre tête. Apparemment, le mec qui leur a donné la prophétie était aussi chauve que lui. Gon le fixe, se demandant s'il fait vraiment partie d'une sorte de destin de chauve à chauve. Il regarde la silhouette du messager, se demandant quel était le véritable but de son arrivée. Un garde déboule dans la pièce, hurlant aux chefs de secte et aux anciens de sortir immédiatement. Kim Gon reste sans voix face à cette interruption soudaine et frénétique. Dehors, le grand escalier de la secte est jonché des cadavres des gardes tombés. Kim Gon regarde les intrus et demande s'ils sont de nouvelles recrues ou les chefs d'une secte aléatoire. Le chef se révèle être Minju, le maître de la porte de l'épée fantôme, aussi connu sous le nom de gardien démoniaque. Minju avoue qu'il se sent un peu mal pour les gardes, mais dit qu'il ne voulait pas arrêter de bloquer le passage. Kim Gon n'est pas impressionné, demandant pourquoi il débarque chez lui comme ça. Minju explique qu'ils attendaient que la secte du sang sacré s'affaiblisse depuis que l'alliance Wulin les a pris pour cible. Vu que l'ancien chef est mort, il considère la secte comme une proie facile. Minju tire son épée, demandant comment il pourrait bien rester sans rien faire avec une opportunité aussi délicieuse à portée de main. Kim Gon demande s'il est vraiment juste là pour piller une maison vide comme un vulgaire voleur. Minju se marre, disant à Kim Gon qu'il est plus malin qu'il n'en a l'air. Il dit à Kim Gon que puisqu'il a tout pigé, l'issue de cette rencontre est déjà toute tracée. Un bruit lourd résonne alors qu'une silhouette massive sort de derrière le groupe. C'est Jeom Jongpung, le numéro 2 de la porte de l'épée fantôme, et il trimballe une hache énorme. Kim Gon regarde la hache géante, se demandant pourquoi son corps lui semble si lourd et pourquoi ce mec a une arme aussi ridicule. Jeom Jongpung rugit que tout sera bientôt terminé en se préparant à frapper. Kim Gon réalise qu'il est dans une position très dangereuse. Le guerrier géant fonce en avant, et Kim Gon commence à suer à grosses gouttes. Il cherche son arme, pour réaliser qu'il a oublié de prendre son flingue. La hache massive s'abat, laissant une traînée d'énergie bleue dans son sillage. La frappe s'écrase dans un vacarme assourdissant, envoyant des ondes de choc à travers la cour. Le sang éclabousse sur un fond de regard féroce et déterminé. Kim Gon lève les yeux, sous le choc, alors que ses défenseurs s'interposent pour encaisser le coup à sa place. Le gros ancien bloque la hache géante avec son bras nu, se moquant de l'attaque, trop faible pour même les égratigner. HW Ball le rejoint, disant à Jeom Jongpung qu'il a fait une grave erreur en essayant de blesser leur chef. Avec le feu dans les yeux, HW Ball dit que ce péché ne peut être puni que par la mort. Le guerrier aux cheveux rouges bondit en avant, son poing brillant d'une lumière orange étincelante. Une immense colonne de feu fait éruption quand le poing de HW Ball percute l'ennemi.
La puissance du coup envoie un faisceau d'énergie tiré droit vers le ciel. HW Baal dit aux envahisseurs qu'ils vont payer leurs crimes de leur vie. Kim Gon observe ses sous-fifres en silence, réalisant que leur force dépasse largement ses attentes. Il se dit que s'il arrive à gérer correctement ses puissants subordonnés, il pourrait vraiment dominer ce monde. Minju observe la bataille depuis les marches, qualifiant leur résistance de choix stupide. Ses yeux brillent d'une sinistre lumière rouge alors qu'il les prévient de faire gaffe aux conséquences de leurs décisions. Kim Gon s'avance, disant à Minju qu'il est fatigué de ses longs discours interminables. Il explique que même s'il ne cherche pas activement la bagarre, il n'épargne certainement pas ceux qui viennent le faire chier à sa porte. Un sourire froid et impitoyable se dessine sur le visage de Kim Gon alors qu'il serre sa dague. L'air se refroidit quand les deux chefs se regardent dans les yeux, prêts à régler ça une bonne fois pour toutes. Avec un dernier ordre retentissant de tous les buters, les hommes de Kim Gon chargent dans le massacre. Kim Gon donne l'ordre tout simple, tuez-les. Ding Wang a l'air plus qu'heureux d'obéir. Ding Wang se jette en avant, hurlant qu'il attendait ça. Kim Gon le regarde partir, pensant que ce gars pourrait vraiment être utile. Ensuite il y a Yukpe, qui trébuche direct et s'étale de tout son long. Gon n'est pas si sûr pour celui-là. Ding Wang percute le sol comme un météore. Il sourit comme un fou furieux, leur disant à tous de venir se battre. Les ennemis essaient de le submerger de tous les côtés. Il fonce juste à travers eux. Ding Wang n'utilise même pas d'armes, juste ses mains nues et ce sourire flippant. Il est une tornade rouge d'agression pure. Il lâche une patate qui envoie un mec valser. Deux autres sautent sur lui, mais ils sont clairement surpassés. Ils déchirent leur rang comme s'ils n'étaient rien. Ding Wang ne bronche pas, même quand une lame vise sa tête. L'assaillant hurle pour qu'il crève, balançant son cou avec tout ce qu'il a. L'épée frappe son corps, mais au lieu que le sang coule, il n'y a qu'un clang à vous glacer le sang. Ding Wang reste planté là, complètement indemne. Les yeux de l'attaquant sortent de leurs orbites dans une incrédulité totale, parce que c'était l'épée héritée de sa famille. Une lame qui avait survécu à d'innombrables batailles, pour finalement trouver son maître contre un mur aussi inébranlable. Ding Wang lui rigole juste au nez. Un grand craquement résonne lorsqu'il brise l'épée en deux à main nue. L'assaillant est paralysé par la peur. Ding Wang l'attrape et lui éclate le visage contre le sol en pierre. L'impact fissure le pavé. Il ricane, qualifiant les compétences du mec de risible. Ding Wang cherche sa prochaine victime. Yukpe se lève enfin et s'approche, couvert d'égratignures mais prêt à aider. Un ennemi tente un coup sur le colosse. La lame touche, mais c'est l'attaquant qui a l'air confus. Yukpe lui dit qu'il ne peut même pas faire une égratignure avec des attaques aussi faibles. Il prépare un coup de poing énorme, hurlant au mec d'aller en enfer. Le poing atterrit dans un bruit sourd. Mais au lieu de mourir, le mec a l'air détendu, c'est limite agréable. Il s'avère que le main de massage de Yukpe a exactement 0 puissance d'attaque. Il est juste en train d'offrir une journée spa à tout le monde. Kim Gon n'arrive même plus à les regarder. Il a sinceramente. Il commence à s'éloigner, tournant le dos aux ennemis. Les sous-fifres pensent qu'il est grand ouvert et décident de tenter leur chance. Ils se ruent sur lui, certains de pouvoir le finir ici et maintenant. Gon lâche juste une salutation désinvolte. En un éclair, il est derrière eux, chuchotant qu'il regarde dans la mauvaise direction. Une frappe rapide et précise à la nuque et le premier mec est hors jeu. L'autre reste figé là, regardant son partenaire tomber. Il n'arrive même pas à assimiler ce qui vient de se passer. Kim Gon achève un autre mec. Le gars a à peine le temps de l'insulter avant de s'effondrer. Un autre s'interpose, hurlant pour que Gon crève. Gon n'a même pas l'air stressé alors qu'il se prépare pour le prochain round. Il commence à en avoir ras le cul de ces sbires de bas étage qui lui font perdre son temps. Il resserre sa prise sur le carambi, demandant avec un regard glacial s'il a vraiment l'air d'une proie si facile. Il s'élance, bougeant si vite qu'il n'est plus qu'une ombre. Quelques entailles rapides et il a déjà traversé le premier groupe. La force de son attaque balaie tout le reste. Il disparaît à nouveau de leur champ de vision. Avant que le prochain mec puisse cligner des yeux, Gon est juste au-dessus de lui. Il abat sa lame d'un seul coup écrasant. Il lâche calmement un petit conseil pour leur prochaine vie. Sachez toujours à qui vous cherchez des noises. À proximité, Ding Wang se tient au-dessus d'une pile de cadavres. Il pense que le nettoyage est presque terminé, mais une nouvelle menace pointe le bout de son nez. Une décharge massive d'énergie violette prend Ding Wang au dépourvu. Une silhouette sort de la poussière, l'air beaucoup trop suffisant. C'est Minju, et ce type a une langue incroyablement tranchante et sarcastique. Ding Wang a la rage qu'il ait recours à une attaque surprise aussi lâche.
Mais là il réalise que quelque chose cloche. Son corps ne répond plus. Minju lâche un rire triomphant, avouant qu'il a utilisé un poison mortel prévu à l'origine spécialement pour l'ancien chef de la secte. Il se jette en avant, promettant d'envoyer Ding Wang dans l'au-delà. Ding Wang tente de riposter, mais ses mouvements sont lents. Il parvient à peine à bloquer un coup qui l'aurait achevé. L'énergie violette est écrasante, repoussant l'ancien aux cheveux rouges. Une explosion massive de puissance envoie Ding Wang s'écraser au sol. Il réalise que le poison coupe complètement ses arts internes de ses mains. Gon observe toute la situation dégénérer de loin. Ça ne lui plaît pas du tout et il commence à fouiller ses poches pour trouver son flingue. Évidemment, la seule fois où il en a vraiment besoin, il n'est pas là. Soudain, Mongo le Carlin déboule à toute vitesse, portant le pistolet dans sa gueule. Ding Wang tient encore à peine le coup face à l'assaut du traître. Gon chope le flingue mais sait qu'il est à court de munitions. Il doit faire mouche à chaque tir. Il vise, décidant que ce type est bien trop dangereux pour être laissé en vie. Mais avant de pouvoir presser la détente, quelque chose l'arrête. Minju est toujours occupé à jubiler et à savourer son triomphe sur Ding Wang affaibli. Il commence à clamer que le culte sera à lui, juste au moment où de lourdes chaînes s'enroulent autour de lui. Elles se resserrent autour de son cou, tirées par deux membres masqués de l'escouade du sang de fer. Les yeux de Minju sortent presque de leurs orbites alors qu'il est violemment tiré en arrière. Puis, une assassine bondit d'en haut pour lui arracher son dernier souffle. Il implore désespérément pitié, juste quelques instants avant d'être tranché net en deux. Le sang gicle partout alors que l'assassine atterrit de manière calme et posée. Jin Waran, la capitaine de l'escouade du sang de fer, s'avance pour saluer le nouveau chef. Jin Waran offre une salutation polie à Kim Gon, notant que c'est leur première rencontre. Elle se présente comme la capitaine de l'escouade du sang de fer et la troisième ancienne du culte. Kim Gon l'observe attentivement, se disant qu'elle a l'air bien plus compétente que les autres anciens. Mais son ton poli change rapidement lorsqu'elle exprime le désir de tester son véritable niveau de compétence. D'un mouvement soudain, elle commence à dégainer sa lame de son fourreau. Elle se jette en avant à toute vitesse, déterminée à voir par elle-même la puissance qui a vaincu Ding Wang et l'ancien chef. Jin Waran resserre sa prise sur la poignée. Elle était curieuse de voir le niveau du mec qui avait abattu l'ancien chef et même Ding Wang. Dans un crissement aigu, sa lame quitte partiellement le fourreau. Elle ne se retient pas, plongeant en avant avec une frappe circulaire à grande vitesse. Kim Gon regarde la lame approcher, son expression étonnamment neutre. Sa vitesse est légendaire, ses yeux rougeoyants alors qu'elle réduit la distance tel un flou. Jin Waran s'est dit qu'elle allait juste lui faire une petite frayeur, rien de plus. Mais Gon ne bronche même pas, suivant ses mouvements avec une précision troublante. Le voyant imperturbable, elle se prépare à enchaîner avec un coup encore plus rapide. Gon ne bouge pas d'un pouce. Il la prévient juste qu'il ne laissera pas une deuxième attaque impunie. En un clin d'œil, il a sorti son Glock, le canon braqué droit sur elle. Jin Waran n'est pas encore impressionnée. Elle veut voir si cette fameuse arme est vraiment une menace ou juste du bluff. Elle continue de pousser, mais une sueur froide commence à perler sur son front. Soudain, l'air devient lourd. Elle ressent une pression écrasante qui rend ses pieds lourds comme du plomb. C'est une sensation étouffante, comme si elle était engloutie par un feu invisible. Derrière Gon, une aura démoniaque et terrifiante s'embrase. Un pas de plus et Jin Waran sait que c'est la fin pour elle. Elle reste figée sur place, la pointe de sa lame à quelques centimètres à peine, fixant l'abîme de son intention meurtrière. Même le grand ancien est pris au dépourvu, choqué par l'intensité brute qui émane du gamin. Réalisant l'écart de puissance, la troisième ancienne rengaine son épée et recule. Elle présente ses excuses formelles. Elle en a vu assez pour savoir qu'il est plus que qualifié pour le poste. Gon soupire. Il commence à penser que tout le monde dans ce trou est un peu dérangé. Pendant ce temps, le disciple de Quinlin, Jok Sanchon, s'extrait encore d'un mur. Il serre les poings, tremblant de rage. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un ait eu la force de l'assommer comme ça. De retour à la porte, Gon regarde le type continuer à brailler, faisant un scandale pour son chef de secte. Jok Sanchon pète un câble, hurlant qu'ils seront tous massacrés une fois que sa secte arrivera pour faire la fête sur leurs cadavres. Mais sa voix meurt dans sa gorge quand il baisse les yeux et voit que son chef de secte, Minju, bouffe déjà les pissenlits par la racine. Mais ce mec semble avoir un cerveau de la taille d'un pois chiche pour aller avec sa grande gueule. Il continue d'aboyer que quiconque osera le toucher en paiera le prix. Même l'âme de Minju, observant depuis l'au-delà, en a plein le cul de cette idiotie. L'âme de Minju à proximité ne peut que hocher la tête avec une totale exaspération. Vraiment un cas désespéré. Plus tard dans la nuit,
Les choses se calment enfin alors que la lune se lève sur la secte. Gon est allongé sur son lit, caressant distraitement Mongo. Il sait que l'année à venir va être un chaos non-stop. Son esprit passe en revue les types de monstres qu'il va devoir affronter. Des mecs capables d'envoyer les gens valser d'un seul coup de poing. Des maîtres capables de littéralement fendre la terre avec leurs épées. Si ces gars-là n'étaient que le début, les choses allaient devenir beaucoup plus sanglantes. Il repense aux cadavres qu'il a déjà laissés derrière lui, un rappel de la cruauté de ce monde. Il regarde son compagnon. Il ne se bat plus seulement pour lui-même désormais. Il a une famille à protéger. Le lendemain matin, Gon se dirige vers les quartiers du Grand Ancien, sans se soucier des formalités. Le vieux en rit, mais intérieurement, il est toujours sur les nerfs à chaque fois que le nouveau chef entre. Gon va droit au but. Il a besoin d'infos sur leurs ennemis potentiels et sur tout partenaire sur lequel il pourrait compter. Le Grand Ancien cligne des yeux. C'est rare que Gon pose une question parfaitement normale et sensée pour une fois. Il suggère une visite au clan Ao. C'est un réseau massif composé de roturiers, des porteurs, des courtisanes et des gérants de restos. Ce sont les espions ultimes, des yeux et des oreilles partout, récoltant des secrets pendant que tout le monde regarde ailleurs. Le Grand Ancien explique le concept des courtiers en information. Il rassemble des secrets des quatre coins du monde et les vend à un tiers. Kim Gon écoute attentivement, se demandant où il devra aller pour rencontrer ces personnes en chair et en os. Le vieux est surpris que le nouveau chef du culte veuille gérer cette rencontre lui-même. Gon veut entendre les infos de première main pour se faire son propre jugement. Le Grand Ancien accepte à contre-cœur, mais insiste pour trouver une escorte. Gon est ferme sur un point. Il ne veut pas que cette tarée de troisième ancienne, Jin Waran, l'approche de près ou de loin. De ce qu'il a vu, cette femme a complètement perdu la boule et ne ferait que compliquer les choses. Ding Wang tente d'intervenir, mais Gon le fait taire d'un rapide coup de poing dans le plexus solaire. Il dit au Grand Ancien de ne pas inclure non plus le rouquin à la grande gueule. Malgré ses protestations, l'équipe est finalement formée, et ils prennent la route ce soir-là. Assis dans la calèche, Gon fixe le vide, manifestement saoulé par la compagnie avec laquelle il s'est retrouvé. Il se souvient très bien avoir dit au vieux de ne pas inclure Ding Wang, et pourtant, le mec est là. Pour couronner le tout, NGTRNG Lao est venue aussi, habillée comme si elle allait à un gala de charité au lieu d'une mission. Gon repense à la réunion plus tôt. Le Grand Ancien avait demandé si quelqu'un était prêt à escorter le chef jusqu'au clan Ao. Ding Wang et NGTRNG Lao s'étaient tous deux immédiatement portés volontaires, levant la main à l'unisson. Gon les avait regardés, se demandant pourquoi ça devait être ces deux-là spécifiquement. NGTRNG Lao avait argué que puisque ses missions l'emmenaient toujours en dehors de la secte, c'était elle qui connaissait le mieux le monde. Ding Wang n'était pas d'accord, affirmant que le chef de culte et lui ne faisaient pratiquement qu'un de corps et d'esprit. Ils avaient commencé à se chamailler juste là. Elle lui avait demandé s'il était même déjà allé au clan Ao une seule fois. Ça a vite dégénéré en une dispute de cris sur l'ancienneté et qui ose répondre à qui. NGTRNG Lao lui a rappelé qu'elle était son aînée. Ding Wang était tellement furieux qu'il avait l'air prêt à commettre un meurtre juste là dans la bibliothèque. Le Grand Ancien avait juste soupiré, complètement épuisé par leurs disputes incessantes et leur manque de respect. La seule pensée de Gon à ce moment-là, c'était qu'il allait définitivement buter, crâne des œufs, en premier dès leur retour. De retour dans le présent, ils atteignent enfin une ville animée tard dans la soirée. Il est temps de trouver un endroit où crécher. Ils décident de s'arrêter dans une auberge locale, où ils sont accueillis chaleureusement. L'aubergiste s'incline, demandant comment il peut aider le groupe de voyageurs. Ding Wang commande direct un festin de bouillon d'os de porc et plein à boire pour le groupe. L'aubergiste accepte avec joie, les conduisant à leur place pendant que la cuisine lance le repas. La paix ne dure pas longtemps. Un groupe de mecs bruyants franchit soudain les portes en faisant un scandale. Ils hurlent pour avoir à boire et exigent de savoir s'il reste des chambres vides pour eux. C'est un groupe de disciples de la secte Quinlin, dirigé par un voyou local nommé Jok Sanchon. Quand l'aubergiste leur dit que les dernières chambres viennent d'être prises, Jok Sanchon n'est pas content du tout. Il s'avance direct vers leur table, exigeant qu'ils se cassent et trouvent une autre auberge. Avant même que Gon puisse coller quelques tartes au mec, ses yeux pervers ont déjà bifurqué ailleurs. Les yeux de Jok Sanchon s'écarquillent quand il remarque la beauté assise juste en face de Gon. Il change direct de ton, affichant un grand sourire et se présentant comme un disciple de première génération de la grande secte Quinlin. Il dit à NGTRNG Lao qu'elle ne devrait pas traîner avec des mecs de bas étage, et lui suggère de passer la soirée avec lui à la place. Ding Wang Fullman. S'il n'avait pas été en mission, il aurait déchiqueté le mec sur place. Mais il doit se retenir, car le second ancien l'avait averti de rester calme avant de faire une connerie qu'il regretterait vraiment.
Les derniers avertissements du second ancien résonnent dans leurs esprits. Très bien, vous deux pouvez escorter le chef du culte. Mais il avait été très clair sur un point. Il devait éviter de causer des emmerdes avec d'autres sectes à tout prix. De retour à l'auberge, Jock Sanchon s'est moqué du silence de Gon, lui demandant s'il avait un problème avec ses exigences. Et ce fut la goutte d'eau. Un coup de pied fulgurant est parti, frappant le disciple de Quinlin direct dans les couilles et pulvérisant son âme en 1 million de morceaux. Kim Gon se tenait droit, dominant le mec qui avait osé insulter son groupe. Jock Sanchon crachotait à travers le sang dans sa bouche, essayant de garder une façade de dur à cuire malgré sa fierté en miettes. Son visage n'était qu'un masque d'agonie et de choc, ses traits déformés par la force brute de la frappe. Le coup de pied avait été d'une vitesse aveuglante et dévastateur, un rappel brutal de la puissance cachée derrière le calme apparent de Kim Gon. Gon n'en avait rien à foutre des conséquences. Il a juste mis le gars au défi de ramener des renforts s'il en voulait encore. Tournant le dos avec désinvolture à ses sous-fifres de bas étage, il a demandé à l'aubergiste quand son repas allait enfin être servi. Ding Wang était sans voix, des sueurs froides coulant dans son dos alors qu'il réalisait qu'il venait d'agresser un membre d'une secte prestigieuse. Il a baissé les yeux vers le corps inconscient sur le sol, sachant que leur mission, sous couverture, venait de virer au désastre. Ding Wang sut à grosses gouttes. Il n'arrive pas à croire dans quelle merde ils viennent de se fourrer. Le disciple de Quinlin est KO sur le sol avec la gueule en sang. Ding Wang capte qu'ils sont vraiment dans la merde maintenant. Il jette un œil à NGTRNG là-haut, qui a l'air complètement imperturbable face à ce chaos. Ding Wang panique intérieurement parce qu'il n'a pas pu empêcher Kim Gon de provoquer ce désastre absolu. Les autres disciples de Quinlin n'encaissent pas le coup sans réagir et chargent direct dans le tas. NGTRNG là-haut s'avance, prête à s'occuper des spires restants. Un des mecs s'arrête net, confus par ce qui vient de se passer. Elle bouge comme une ombre, ses robes virevoltant alors qu'elle lance sa propre contre-attaque. Un autre sbire se met à hurler, la traitant de lâche pour avoir utilisé des armes cachées. Avant même qu'il puisse finir sa phrase, il s'est pris un talon direct sur le sommet du crâne. Elle ne s'arrête pas là, balançant un coup de massue au prochain assaillant. D'un coup de poignet, elle est prête à en finir avec cette baston. Un taille kick atterrit parfaitement sur la mâchoire d'un mec, le faisant tituber. L'impact est brutal, l'assommant sur le cou. Elle atterrit avec grâce, le combat plié en quelques secondes. Elle se tient au-dessus du tas de cadavres et appelle son équipe. 2 silhouettes apparaissent de nulle part dans un nuage de fumée. Son unité secrète est sur place, demandant leurs prochains ordres. Elle récupère son couteau de lancer et leur dit qu'il est temps de se mettre au boulot pour nettoyer ce champ de bataille. Elle leur ordonne d'utiliser une drogue effaceuse de mémoire pour que ces mecs ne se souviennent de que dalle. Le plan est de les larguer dans un bordel pour faire croire qu'ils ont juste passé une nuit de folie. Une fois le bordel réglé, elle s'approche de Kim Gon pour discuter. Kim Gon a un peu peur qu'elle ne retourne cette létalité contre lui par la suite. Ils s'asseyent enfin à une table dans l'auberge vide pour discuter de leur prochain mouvement. Elle lui demande s'il sait au moins qui il vient d'envoyer dans la stratosphère. Elle explique qu'il venait de la secte Quinlin, un gros morceau de l'alliance Murim qui leur sert d'épine dans le pied. Repensant aux ruines fumantes de leur passé, elle est terrifiée à l'idée de perdre à nouveau sa famille. Kim Gon se tait, prenant en consideration son avertissement. Il regarde une vieille photo de l'orphelinat à Null, la seule famille qu'il ait jamais connue. Il réalise qu'ils doivent vraiment éviter une guerre ouverte avec l'Alliance s'ils veulent survivre. Il accepte de faire plus attention, ce qui la prend carrément au dépourvu. Ding Wang est sur le cul de voir le chef de culte écouter aussi facilement. Kim Gon demande si les courtiers en info du clan Ao font aussi partie de l'Alliance. Elle lui dit qu'ils sont indépendants et le pousse à s'y rendre avec Ding Wang pour être en sécurité. Ding Wang lui demande ce qu'elle compte faire. Elle reste sur place pour effacer la moindre petite preuve dans l'auberge. Une calèche s'arrête devant les portes d'une forteresse massive. Kim Gon en sort, bâillant et se plaignant de la longueur du trajet. Ils entrent dans l'établissement, appelant pour voir s'il y a quelqu'un dans les parages. Un vieil homme s'incline profondément, les accueillant à l'intérieur. Kim Gon a demandé après un alcool spécial qui, selon les rumeurs, se vendait ici. En entendant le code secret, l'expression du vieil homme a changé instantanément. Le vieux tend la main vers un levier caché pour ouvrir le passage. Le vieil homme au grain de beauté leur dit de le suivre alors qu'il s'enfonce plus loin. Kim Gon se doute déjà qu'on les mène sous terre. Ils descendent un escalier en pierre sombre, les pas du vieil homme résonnant contre les murs. Enfin, ils atteignent le fond, et il leur fait signe d'entrer dans une petite pièce. À l'intérieur, ils sont accueillis par un type avec une fine moustache nommé Manji, qui prétend être le directeur de branche du clan Ao. Kim Gon s'assoit, l'air de se faire chier,
pendant que Manji se dit intérieurement à quel point le grand culte du sang est tombé bas. Les yeux de Manji se rétrécissent alors qu'il se demande si saluer ces cultistes ruinés en valait même la peine. Il demande d'un ton désinvolte ce qui les amène ici, ne les prenant clairement pas au sérieux. Ding Wang peut sentir le manque de respect qui émane du mec et commence à s'énerver. Kim Gon se gratte juste l'oreille, ignorant apparemment le ton condescendant du directeur. Manji affiche un sourire suffisant, pensant être un expert pour gérer des leaders rincés de ce genre. Il maintient sa fausse politesse, demandant d'un ton moqueur s'il a fait quoi que ce soit qui manque de respect au grand culte mongu. Ding Wang est sur le point de péter un câble, son visage devenant rouge pivoine alors qu'il se demande si ce gars veut mourir. Kim Gon lâche juste un rire sec. Kim Gon se met à rire plus fort, mais ses yeux restent froids et sombres. Manji se joint à lui, pensant qu'ils partagent tous une bonne blague. Le rire remplit la pièce, mais le vieil homme au grain de beauté reste parfaitement silencieux à l'arrière. Soudain, le visage de Manji devient impassible. Il a fini de jouer les gentils et leur dit qu'il se casse. Kim Gon se tourne vers Ding Wang et vérifie une dernière fois que le clan Tao n'est pas censé avoir de lien avec l'Alliance Murim. Recevant la confirmation de Ding Wang, Gon a pointé son doigt direct sur Manji, figeant le mec sur place. « Chope-le, Ding Wang !» hurle-t-il, et l'ambiance dans la pièce bascule instantanément. Ding Wang n'hésite pas une seule seconde, se propulsant en avant avec son poing du tigre. Une énorme patate atterrit, envoyant une onde de choc à travers la pièce. L'impact est si violent qu'il saccage complètement le bureau, projetant des débris partout. Un nuage de poussière et d'énergie explose alors que la pièce est réduite en miettes. Kim Gon marche calmement à travers ce bordel, leur disant qu'ils doivent vraiment le prendre pour un con à rire avec eux pendant tout ce temps. Une terrifiante aura rouge commence à émaner de lui alors qu'il exige d'être accueilli par quelqu'un avec un vrai grade. Il fixe le vieil homme au grain de beauté, le désignant comme le véritable directeur de la succursale. Le vieux est abasourdi. Kim Gon lui suggère d'un ton moqueur de s'asseoir vu que son dos a l'air de le faire souffrir. Ding Wang est complètement pris de court. Il pensait que son boss agissait juste sous le coup de l'émotion pure. Le visage du vieil homme se crispe sous le choc alors que sa couverture vole en éclats en un instant. Ding Wang reste planté là avec une expression vide, complètement à l'ouest. Kim Gon hausse juste les épaules et sourit comme si de rien n'était. Son intuition de NFP ne se trompe apparemment jamais. Pendant ce temps, alors que la nuit tombe sur une forteresse voisine, la situation se corse ailleurs. Une silhouette mystérieuse observe la zone depuis les toits. Tout en haut, un chef demande une mise à jour sur la position du culte mongu. Un assassin masqué rapporte qu'ils sont actuellement à la succursale du clan Tao et mentionne l'altercation avec les disciples de Qinlin. Le chef n'est pas content de l'incident avec Qinlin et ordonne qu'un message soit envoyé directement au culte. Un homme avec un œil violet brillant glisse un masque de démon sur son visage, déclarant qu'ils allaient bientôt rendre visite au culte de Kim Gon et qu'il ferait bien de se préparer à casser leur pipe. Manji fulmine sur le sol, absolument furieux que le chef de la succursale de Lao Main soit traité de la sorte. Il n'arrive pas à croire que la secte Mongo ait osé utiliser la force contre lui. Kim Gon reste complètement de marbre, disant d'un ton désinvolte au mec de s'asseoir pour qu'ils puissent avoir une vraie discussion. Quand le courtier hésite, Gon lui donne le choix, s'asseoir ou s'en reprendre une. Face à cette logique implacable, Manji choisit vite l'option pacifique et prend place. Manji essaie de sauver un peu sa dignité avec un sourire forcé, demandant ce qui pourrait amener un puissant chef de secte dans un endroit aussi modeste. Gon ne perd pas de temps en bavardage, exigeant des renseignements complets sur tous les clans associés à l'Alliance Murim. Le courtier hoche la tête, affirmant que c'est leur spécialité. Spécifiquement, Gon recherche des individus balèzes qui seraient prêts à prêter main forte à sa cause. La demande rend Manji nerveux, et il commence à se demander si le chef de secte prévoit de déclencher une guerre totale. Gon lui lance un regard à glacer le sang, lui demandant s'il a vraiment besoin de se justifier. Manji la ferme immédiatement. Le courtier essaie de revenir aux affaires, expliquant que ce genre de renseignements de haut vol coûte assez cher, annonçant un prix de 30 pièces d'argent. Il se dit que c'est une perte énorme pour lui, mais que ça devrait suffire à satisfaire ses tarés et à les faire partir. Mais Gon se tourne juste vers Ding Wang et fait remarquer que tout l'argent du monde ne sert à rien une fois que t'es mort. Le message a le mérite d'être clair. Réalisant que sa vie est en jeu, Manji commence à suer à grosses gouttes et panique, abaissant instantanément le prix à 10 pièces d'argent. Gon note que le courtier apprend vite, ce qu'il apprécie. Il aime les gens qui comprennent les enjeux. Malgré tout, Manji essaie de camper sur ses positions, hurlant qu'il ne peut pas juste donner les infos gratos. Gon en rit, assurant à l'homme qu'il a bel et bien l'intention de payer le prix. Il se penche, lui demandant si le courtier est prêt pour son cadeau.
Gon lui dit que vu qu'il a l'air d'un gamin attendant Noël, Père Noël va lui faire un cadeau. Derrière lui, une terrifiante aura démoniaque prend la forme d'un Saint-Nicolas tordu. Le cadeau? Il va épargner la vie de ce mec. Mangéi est laissé tremblant et sanglotant, n'ayant absolument aucune idée de qui est ce Père Noël ni de ce que peut bien être un Noël, mais il sait qu'il est mort de peur. Gon s'adosse à sa chaise, décidant qu'un échange équitable a été fait. Il veut passer au sujet principal maintenant. Mangéi est convaincu qu'il a affaire à un vrai démon, mais il n'a d'autre choix que d'accepter. Il promet de rassembler les infos sur les clans de l'Alliance Murim. Il mentionne qu'il faudra un certain temps pour trouver des gens prêts à bosser pour la secte Mongo. Il va avoir besoin d'un peu de marge. Gon demande d'un délai. Mangéi suggère 30 jours, mais Gon refuse net. Il veut que ce soit réglé en une semaine. Avec un regard menaçant, Gon met les choses au clair. Il a exactement 7 jours. S'il n'est pas de retour d'ici là, ça va saigner. Maeng Yi accepte frénétiquement. Le point suivant sur la liste, ce sont les infos concernant les disciples de la secte Quinlin. Le courtier semble surpris par ce nom. La secte Quinlin est un groupe de taoïstes situé sur une montagne massive et enneigée qui touche littéralement les nuages. Ils sont notoirement discrets et difficiles d'accès, c'est pourquoi le monde extérieur sait très peu de choses à leur sujet. Malgré leur petit nombre, ils ont réussi à rejoindre les 9 grandes écoles parce que chaque membre est un guerrier d'élite. Pour une raison quelconque, après leur guerre contre la secte du sang, ils ont envoyé tous leurs disciples en bas de la montagne. Ils sont éparpillés partout maintenant. Gon réfléchit au fait qu'ils font tous partie de l'élite. Il se demande s'il n'aurait pas dû juste les éliminer à ce moment-là pour éviter des maux de tête futurs. Il se fait confirmer par Mangéi que ses disciples ne sont plus gérés par leurs supérieurs et agissent en toute indépendance. Satisfait pour le moment, Gon lui dit d'envoyer le reste des infos à la secte Mongo. Mangéi se dit qu'il s'en sort peut-être plutôt bien finalement. Mais là, Gon s'arrête et se retourne, demandant à Mangéi quelle est exactement censée être leur relation maintenant. Le courtier est confus, demandant s'ils sont dans une sorte de relation de coopération. Gon lui dit juste de ne pas être absurde. Gon revient sur ses pas, mentionnant un dicton de son monde selon lequel se battre avec quelqu'un est le moyen le plus rapide de devenir ami. Il pose une main lourde et intimidante sur l'épaule de Mangéi, demandant à l'homme terrifié ce qu'il pense qu'ils sont. Mangéi balbutie le mot « ami », tout en hurlant intérieurement que ce n'était qu'un passage à tabac unilatéral, pas une baston. Gon précise que le genre d'ami dont il a besoin, c'est quelqu'un qui sacrifierait sa propre vie pour lui. Il place la barre très haut. Le courtier a l'air d'être sur le point de faire une crise cardiaque, réalisant qu'il vient de se faire friendzoner dans une escouade suicide. Gon affiche un sourire tranchant, disant à son nouvel ami qu'il compte sur lui avant de passer la porte. Une calèche fonce à travers les bois inondés de soleil, laissant la ville derrière elle. À l'intérieur, Gon fait le point avec Dingwang, demandant si la troisième ancienne traîne toujours dans les parages. Dingwang confirme qu'il n'y a pas eu de nouvelles prouvant le contraire. Soudain, Gon regarde par la fenêtre, son expression changeant alors que quelque chose attire son attention au loin. Un cheval hennit brusquement alors que la calèche est forcée de s'arrêter dans une secousse brutale. Dingwang beugle de l'intérieur, exigeant de savoir ce qui se passe bordel. Dehors, un groupe mené par une femme en rouge a bloqué la route. L'un d'eux s'excuse, affirmant qu'ils ont dû les arrêter en raison d'une situation urgente. La femme est Yeon Anoke, vice-commandante de l'unité du sang de fer. Elle insiste pour que, pour la sécurité du chef de la secte, il se dirige directement vers la secte Mongo. De retour au quartier général de la secte, Kim Gon lève les yeux vers le bâtiment et demande qui sont exactement ces mecs. On lui montre une lettre de la secte du sang noir, une menace de mort lui disant de se laver le cou et d'attendre leur arrivée. L'ancien chauve s'avance, demandant la permission d'expliquer à quoi ils ont affaire. Gon lui dit de faire vite. Les rumeurs sur la secte du sang noir courent les rues, mais ils sont célèbres pour être une organisation de l'ombre sans véritable quartier général. Ils gagnent principalement leur fric grâce à des contrats d'assassinat de haut vol, laissant une traînée de cadavres partout où ils passent. Ils sont connus pour commettre des actes brutaux sans la moindre once d'hésitation. L'âge ou le sexe n'ont pas d'importance pour eux. Tant que le contrat est payé, ils finissent le boulot. Gon écoute en silence, son expression indéchiffrable alors qu'il encaisse la menace. L'ancien continue, avertissant que ce sont des gens à qui la décence humaine de base ne s'applique tout simplement pas. Il est convaincu que la lettre était une tentative directe d'attenter à la vie de Gon. Malgré le danger, le vieil homme a l'air confiant, se vantant d'avoir un plan pour tout. À la tombée de la nuit, la secte Mongo est en état d'alerte maximale, avec des gardes surveillant les portes, lance en main. Une silhouette sombre apparaît dans la cour. Un garde lui hurle de s'arrêter, menaçant de le poignarder s'il bouge.
L'intrus continue d'avancer, ses pas silencieux troublant les gardes de service. L'ancien chauve avait déjà prévenu ses hommes de rester à l'affût de toute personne suspecte et d'agir immédiatement. Les gardes reçoivent l'ordre d'exécuter l'intrus sur le champ. Mais l'assassin est plus rapide, apparaissant soudainement juste derrière un garde avec des yeux rouges luisants. Le garde s'effondre sans un bruit. Le tueur se tient au-dessus de son œuvre, sa présence glaçante. L'assassin masqué reste calme même lorsque des flèches sont tirées depuis les toits. Avant que les flèches ne puissent atteindre leur cible, l'intrus s'évanouit dans les ombres, laissant les gardes perplexes. Quelqu'un le repère et hurle qu'il est monté sur le toit. L'assassin a bougé comme un fantôme, lançant des bombes fumigènes qui ont créé une brume épaisse, laissant les gardes tousser de manière incontrôlable et aveuglés par le brouillard. C'est un pro, disparaissant de leur vue juste au moment où ils pensent l'avoir coincé. Toute la secte est en ébullition alors que l'alarme d'intrusion retentit, et tout le monde se rue pour le trouver. Ding Wang et la troisième ancienne ont compris qu'il y avait un truc carrément louche avec cette infiltration. Ils n'arrivent pas à croire qu'un tueur à gages ait réussi à contourner le périmètre et à passer directement par la porte principale. Dans le calme du hall intérieur, Kim Gong est assis sur son trône. Il entend la porte grincer. L'assassin masqué entre sans se gêner. Gong n'est pas impressionné, disant qu'il s'attendait à toute une armée, pas juste un seul mec. Il qualifie la mission solo de décevante, ne se sentant visiblement pas menacé du tout. Il se penche en avant et dit à l'homme de lui donner la raison de sa présence. Yuk Pei, jouant le rôle de bouc émissaire en se faisant passer pour le chef du culte, a regardé depuis le trône et a essayé de comprendre pourquoi cet assassin avait fait tout ce chemin. Le tueur penche juste la tête en silence, son masque cachant tout ce qu'il peut bien penser. Quelqu'un hurle d'attendre, voulant écouter l'intrus avant que les choses ne deviennent violentes. Gon prend la parole, demandant si l'homme sait qu'un tueur ne devrait jamais laisser quiconque se placer dans son dos. En un clin d'œil, Gon se tient juste derrière l'assassin, son flingue pressé contre la tête de l'homme. Il ajoute qu'un vrai tueur ne montre aucune pitié envers ses ennemis, et puis il presse la détente. Ding Wang et les autres se précipitent dans la pièce, hurlant pour le chef de secte et s'assurant qu'il va bien. L'ancien chauve se met à rire, affirmant que tout s'est déroulé exactement selon son plan brillant. Il fait l'éloge de la clairvoyance de Gon, convenant que l'assassin ne méritait rien d'autre que la mort. Jin Waran repère quelque chose qui est tombé sur le sol. L'ancien chauve hurle un avertissement, lui disant de ne pas le toucher imprudemment car il pourrait être empoisonné. Ce n'est ni une arme ni un piège, c'est une autre lettre. Ding Wang et les autres regardent alors que le contenu est révélé. Salutations, je suis Aka Shombaek, le chef de la secte du sang noir, commence la lettre. Il prétend qu'il voulait rencontrer le nouveau chef de secte en personne, mais que les circonstances ne l'ont pas permis. Dans l'esprit d'établir une bonne relation, il mentionne l'envoi d'un trésor et d'un héritage par l'intermédiaire de son subordonné le plus fidèle. Jin Waran brandit le cadeau, un collier. Les derniers mots de la lettre sont une moquerie glaçante, disant au destinataire de se laver le cou et de le porter avec précaution. La prise de conscience frappe la pièce comme un coup physique, laissant les membres placés de la secte dans un état d'incrédulité totale. L'ancien chauve, qui venait de se vanter de sa clairvoyance, reste la bouche bée de terreur totale, dégoulinant de sueur. Un long silence tendu s'ensuit alors que le groupe se tient au milieu du chaos, fixant le cadeau qui a transformé une tentative d'assassinat mortel en un message humiliant. L'expression de Kim Gong est dure comme la pierre. Il enfonce le canon de son arme de poing dans la face de l'ancien chauve, lui demandant si cette petite cascade faisait partie du plan dont il parlait. L'ancien a des sueurs froides, réalisant qu'il est complètement coincé. Il hurle au chef de secte d'attendre, implorant une chance de s'expliquer alors qu'il regarde droit dans le canon. Le mec essaie de s'en sortir par la parlotte, soutenant que les deux camps ont perdu des gens, donc il devrait juste considérer qu'ils sont quittes. Un groupe de membres de la secte Mongo débarque dans la pièce, criant pour voir si leur chef a été blessé. Ils ont dit que les deux gardes de tout à l'heure avaient seulement été assommés, et leurs visages rayonnaient de joie quand ils se sont pointés pour faire leur rapport. Cette fois, l'ancien chauve était complètement sans voix, n'ayant aucune idée de ce qu'il pouvait bien dire alors que le flingue restait pointé droit sur sa tête. Kim Gong continue juste de le fixer d'un regard froid et implacable. Les choses ne font que se compliquer de minute en minute. Plus tard, les huiles se rassemblent autour de la table pour parler stratégie, sachant que l'alliance Murim surveillera le moindre de leurs mouvements. Un des anciens fait remarquer qu'ils ne peuvent pas se permettre d'autres distractions s'ils veulent conquérir le monde du Murim. Yeon Anoke suggère qu'ils devraient juste ravaler leur fierté et présenter des excuses à la secte du sang noir. Ding Wang frappe du poing sur la table, refusant de laisser la secte Mongo s'agenouiller devant un groupe lambda. Il hurle sur la fille, lui demandant si elle voudrait toujours s'excuser si c'était les siens qui se faisaient buter.
Au milieu des cris, l'ancien chauve lève timidement la main. Il demande la permission d'intervenir, et Gon lui dit d'y aller. Mais à la seconde où le mec commence à parler, Gon braque de nouveau le flingue sur sa tête. Le visage de l'ancien devient livide, sa mâchoire se décrochant sous le choc pur. Kim Gon prend une seconde pour réfléchir avant de décider que l'affaire est classée. Le vieil homme a du mal à retrouver sa voix pour répondre. Un sourire dangereux s'étale sur le visage du chef de secte. Il pointe du doigt l'homme terrifié et lui dit que c'est lui qui va assumer l'entière responsabilité de tout ça. L'ancien se pointe du doigt lui-même, complètement abasourdi d'être désigné d'office pour une telle mission. Kim Gon ne veut rien entendre. Il dit aux gars qu'ils doivent s'agenouiller ou chialer, il va arranger les choses. Ses yeux rougeoient quand il dit au mec que le reste ne dépend que de lui pour trouver une solution. N'ayant pas d'autre choix, l'ancien reste planté là dans un mutisme hébété. Il maudit sa chance dans sa barbe. Peu après, l'ancien chauve et deux autres arrivent à destination à la faveur de la nuit. Ils se retrouvent devant une énorme pagode illuminée. Un garde masqué les observe depuis le haut des escaliers comme un rapace. D'autres figures masquées rôdent sur les toits, gardant un œil attentif sur les visiteurs. Les lourdes portes rouges gémissent en s'ouvrant, évacuant un épais nuage de fumée. Ils commencent à entrer à l'intérieur, leurs pas résonnant dans le couloir silencieux. L'ancien regarde tous ces gardes masqués et commence à ressentir la pression. Leur guide leur indique la pièce où le chef les attend. Ils passent devant une ligne de guerriers masqués et silencieux en approchant du sanctuaire intérieur. Les portes coulissent et une voix s'élève, surprise qu'ils se soient pointés aussi vite après avoir reçu la lettre. Un homme avec un masque de démon se présente comme Akashon Baek, le chef de la secte du sang noir. Il accueille les « estimés invités » à l'intérieur, faisant un geste vers le fond de la pièce. Un festin énorme a été préparé, et il les invite à manger et à récupérer de leur long voyage. À l'extérieur de la pagode, l'ancien chauve fait bonne figure, riant bruyamment alors qu'il casse du sucre sur le dos de son propre chef pour plaire à ses hôtes. L'ancien chauve a clairement quelques verres dans le nez quand une main se pose sur son épaule. Un homme balafré a fait remarquer que l'ancien avait l'air bourré, mais il lui a cloué le bec, disant au gars de la fermer, de laisser les adultes parler, et de juste rester planté là à monter la garde. Derrière son masque de démon, Akashon Baek demande pourquoi son subordonné n'est pas revenu de la secte Mongo. L'ancien commence à suer, admettant qu'il y a eu un petit incident de retour à la base. Il bafouille une explication, essayant de bien faire comprendre qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Après un moment d'hésitation, l'ancien a fini par avouer à Akashon Baek que son homme était mort. Le chef masqué est resté dans un silence de mort, et la pression dans la pièce a atteint son paroxysme absolu. L'ancien serre le poing sous la table, se demandant s'il doit essayer de mentir ou juste prendre la fuite. Mais le chef lui dit de se détendre, qualifiant la mort de son subordonné de broutille. Il dit que ce genre de choses arrive tout le temps dans le monde du Murim. L'ancien est abasourdi par la facilité avec laquelle l'homme balaie cette perte. Akashon Baek passe à autre chose, demandant si le chef de la secte Mongo a aimé le cadeau qu'il a envoyé. L'ancien ment comme un arracheur de dents, affirmant que le boss a adoré le collier et qu'il le porte tout le temps. Le chef se tourne pour regarder le ciel nocturne par la fenêtre. Il lâche un sourire narquois glaçant, trouvant la nouvelle vraiment très réjouissante. Il songe que la mort de son subordonné a peut-être finalement été une bénédiction déguisée. L'ancien a l'air confus, ne voyant pas comment quiconque pourrait s'en réjouir. L'assassin balafré se penche avec un sourire tordu, déclarant que leurs deux chefs sont maintenant techniquement morts. Le cœur de l'ancien fait un bond alors que la réalisation de ce que l'homme vient de dire s'installe. Akashon Baek explique que le collier était enduit d'un poison spécial et inodore. Il décrit comment la toxine paralyse lentement le corps jusqu'à ce que la victime ne puisse plus bouger un muscle. Il domine l'ancien terrifié, ses yeux brillant d'une sinistre lumière rouge. L'homme demande ce que ça signifie pour le sort de son propre chef de secte. L'assassin se met juste à rire, demandant s'il est vraiment si étrange pour un assassin d'utiliser du poison. Il dit à l'ancien que s'il a un problème avec cette méthode, il est le bienvenu pour crever avec lui. Le vieil homme se tait, réalisant la profondeur du trou qu'il vient de creuser pour lui-même. Sentant un sombre présage pour la secte tout entière, l'ancien chauve a joué au con, faisant genre qu'il n'avait aucune idée de ce dont Akashon Baek parlait, et a essayé de trouver une excuse pour mettre fin à la discussion et se tirer, mais une voix a résonné, lui disant qu'il n'allait nulle part. L'ancien chauve a levé les yeux vers l'homme qui se tenait derrière lui, totalement sous le choc, demandant s'il avait autre chose à ajouter. L'assassin balafré dégaine sa lame, les yeux rougeoyants alors qu'il dit qu'il n'a jamais promis de laisser l'ancien en vie non plus. Le vieil homme se met à agiter les mains de panique, implorant qu'il est de leur côté. Il se tourne vers ses propres escortes,
leur hurlant dessus pour être resté planté là alors qu'on le menace. L'un des gardes le regarde avec une expression froide comme la pierre, complètement impassible face aux cris. La scène revient au moment où Gon l'a désigné pour nettoyer tout ce merdier. L'ancien chauve a fondu en larmes, gémissant et suppliant le chef du culte de reconsidérer la question. Kim Gon prend enfin la parole, disant au vieil homme d'arrêter de s'inquiéter pour des choses inutiles. Il a décoché un sourire confiant à l'ancien, lui rappelant qu'il allait le laisser emmener des gardes du corps vraiment fiables. L'assassin balafré a levé sa lame, les yeux enveloppés d'une épaisse couche d'intention meurtrière. L'ancien chauve a poussé un cri perçant, le suppliant frénétiquement de faire durer la conversation encore un peu. Juste au moment où la lame d'Akashombaek allait envoyer l'ancien chauve dans l'au-delà, un éclat de rire tonitruant a retenti, se moquant du fait que toute la situation était absolument hilarante. Un gardien à la barbe épaisse qui suivait l'ancien chauve a observé la scène depuis l'arrière, se moquant de la tentative d'assassinat d'Akashombaek comme d'une blague totale. L'assassin comme l'ancien sont restés là, les yeux écarquillés, complètement stupéfaits par la situation. Le gardien a lentement porté la main à son cou et a décollé le masque de peau, disant à Akashombaek que là d'où il vient, les gens ne se contentent pas de rester les bras croisés à encaisser les coups. L'ancien chauve a été absolument choqué quand il a vu le visage caché derrière ce masque. Il s'est avéré que la personne cachée derrière le masque et qui escortait l'ancien depuis le début n'était autre que Kim Gon. Il a remercié Akashombaek pour le cadeau, comparant l'acte à donner des boissons énergisantes à des vieillards. Le visage d'Akashombaek s'est assombri alors qu'il restait figé sur place, face à Kim Gon. Les profondes cicatrices sur son visage se sont contorsionnées alors qu'il exigeait de savoir comment diable Kim Gon avait réussi à arriver là. Le bruit des pas réguliers résonne dans le hall alors que Kim Gon demande si le chef sait pourquoi les gens de son monde se méfient de certaines boissons. Les yeux d'Akashombaek ont fusillé du regard avec rage, son expression se durcissant alors qu'un canon d'armes à feu était pointé droit sur son visage. Kim Gon a calmement continué, expliquant que là d'où il vient, les gens sont beaucoup plus paranoïaques. Avec ses yeux brillants d'un rouge mortel, Kim Gon pointe son arme de poing directement sur l'antagoniste, déclarant froidement qu'une faveur vient toujours avec un prix caché. De retour à la secte, le grand démon du poison frappe à la porte, demandant à entrer une seconde. Le premier ancien veut jeter un autre coup d'œil à ce collier qu'ils ont ramené plus tôt. Kim Gon est juste en train de se détendre par terre. Il dit au vieux d'y aller, bien qu'il ne soit pas tout à fait sûr d'où il est passé. Il s'avère que Mongo l'a trouvé en premier. Le petit chiot est actuellement occupé à utiliser les bijoux coûteux comme jouets à mâcher. L'ancien le ramasse et commence à l'inspecter. Il semblerait que son mauvais pressentiment à propos de ce truc était fondé. Gon continue juste de caresser le chien, ne se rendant pas du tout compte de ce que le vieil homme est en train de découvrir. L'ambiance change instantanément. Il y a du poison sur le collier. Le cœur de Gon s'emballe. Du poison? Sur le jouet de Mongo? Le grand démon du poison le confirme. Ce n'était décidément pas un cadeau envoyé par pure bonté d'âme. Gon réalise ce que ça signifie. Mongo a passé son temps à mâchouiller un piège mortel. L'ancien essaie de le calmer, disant qu'il ne s'est pas écoulé assez de temps pour que la toxine fasse vraiment des dégâts. Le chiot remue toujours la queue, ignorant totalement la panique qu'il vient de provoquer chez son maître. Mais Gon n'écoute pas les mots rassurants. Il veut juste savoir où se cachent les gens qui ont envoyé ça. Il sort son flingue, les yeux brillants d'une rage pure. Il va buter jusqu'au dernier de ces connards. Le premier ancien l'observe, sachant qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter le chef maintenant. Il l'avertit tout de même que foncer en solo dans une base ennemie, c'est vraiment chercher les emmerdes. Gon jette un masque abandonné sur le sol, prêt à passer à l'action. L'ancien chauve rayonne littéralement de soulagement, hurlant qu'il n'avait jamais douté que le chef de secte s'en sortirait bien. Gon lui lance juste un regard froid et lui dit qu'il les reverra tous plus tard. À l'intérieur de la base Xu, un rire fort et insupportable résonne dans les couloirs. Pendant que Gon gardait son arme pointée droit sur la source du bruit, le chef de secte continuait à se vanter avec arrogance de sa propre secte. Le chef de la secte Xu se moque juste de lui. Il pense que ça aurait été mieux si Gon était juste mort du poison chez lui. Il continue de se foutre de lui demandant si ses yeux fonctionnent correctement. Gon maintient le canon fermement. Il demande au gars s'il n'arrive pas à voir ce qu'il a sous le nez en ce moment même. Le méchant a juste ricané devant cette arme étrange, ne pensant pas une seconde que Gon aurait même le temps de lui faire quoi que ce soit. Il a fait un pas en avant et a dit à Gon d'être témoin de sa propre technique secrète unique. Le mec se vante que personne n'ayant assisté à sa technique secrète n'a jamais survécu pour la raconter. La pression de son énergie est si intense qu'elle fait éclabousser l'eau d'un bol à proximité. Il prépare l'épée Xu, le mouvement le plus puissant de la secte du sang noir. Il bondit, prêt à en finir en un coup avec son épée de la main noire.
Mais un bang soudain coupe court à son monologue. Une balle lui traverse direct le front. Le regard du mec devient vide. Il n'a rien vu venir. La fumée s'échappe du pistolet de Gon. Il marmonne que c'est pareil pour sa propre technique secrète. Le chef de secte percute lourdement le sol. Gon note que personne n'ayant vu, ça ne survit pour en parler non plus. Juste un cadavre de plus ajouté au tas. Gon cherche déjà la prochaine cible. Soudain, il entend quelque chose. Des bruits de pas se rapprochent de tous les côtés. Toute une foule de pieds martèle le plancher alors qu'ils envahissent la pièce. Une escouade d'assassins l'encercle, armes dégainées et prêts à finir ce que leur boss n'a pas pu faire. Gon n'est pas intimidé. Il leur dit juste de s'approcher s'ils ont tellement hâte de crever. Il ouvre le feu et commence à taillader en même temps, les affrontant tous en même temps dans un flou chaotique. Un éclat d'acier vole dans les airs alors que la bagarre devient encore plus chaotique. Kim Gon ne se retient pas, ses yeux brillant d'une lumière rouge perçante alors qu'il se ferait un chemin à travers la foule. Il garde le doigt sur la détente, laissant la poudre parler à sa place. Même avec l'avantage du nombre contre lui, c'est un tourbillon de violence, laissant une traînée de cadavres derrière lui. Le bruit du massacre est assourdissant, un barrage incessant de tirs et d'impacts. Témoin de cette scène, l'ancien chauve est resté figé là, complètement abasourdi par les prouesses au combat et la brutalité pure de cet art martial inconnu. Gon se tient au centre des décombres, prenant un instant pour reprendre son souffle. Il essuie un peu de sang sur sa joue, mais il y a un truc qui cloche dans ce combat. Ça lui rappelle sa jeunesse, quand il se battait à 1 contre 100 dans les ruelles sombres de la ville. À l'époque, il a appris une vérité simple sur comment gagner contre une foule. Tu n'as pas besoin de battre tout le monde pour gagner. Tu as juste besoin de faire un exemple terrifiant du premier mec qui s'avance. Une fois que tu as abattu un leader de manière décisive, une meute de loups se transforme vite en un troupeau de moutons. C'était le plan, mais ces assassins masqués ne suivent pas les règles. Ils continuent de se jeter sur lui sans se soucier de leur propre vie, pullulant sur leurs potes tombés au combat. Gon vérifie son flingue et réalise que la culasse s'est bloquée en arrière. Il est officiellement à court de munitions. Il a déplacé son poids, prêt à s'appuyer entièrement sur son carambi pour le reste du combat. Mais alors, une réalisation soudaine le frappe comme un éclair. Une explosion massive de poussière et de débris jaillit de l'autre côté du bâtiment. La scène revient à plus tôt au quartier général, où un poing s'écrase violemment sur la table de pure frustration. Yeon Nanoke pète un câble, exigeant de savoir comment ils ont pu laisser le chef de secte aller en territoire ennemi tout seul. L'ancien lui dit d'arrêter de s'inquiéter, mais elle n'est pas d'humeur à entendre des excuses. Deng Guang finit son verre, déclarant qu'il va personnellement diriger le clan du sang de fer pour aider le chef. Le grand démon du poison repose violemment sa coupe, disant à la 3e ancienne de garder son calme un instant. Il avoue qu'il a bel et bien laissé le chef de secte partir. Mais il ajoute avec un sourire narquois qu'il n'a jamais dit que le chef y allait seul. Une ombre massive plane sur le combat, alors que Deng Guang fait son entrée fracassante. Le guerrier aux cheveux rouges pousse un rugissement, sa seule présence suffisant à faire trembler les murs de la base de la secte. Gon regarde avec incrédulité, se demandant comment ce type a réussi à le retrouver aussi vite. Les assassins masqués sont horrifiés que quiconque d'autre ose interrompre leur assaut. Deng Guang leur hurle dessus, promettant qu'ils mangeront leur dernier repas en enfer demain matin. Gon soupire juste, sentant que sa mission discrète est officiellement terminée. Il a regardé Deng Guang et a demandé si ce type était vraiment venu jusqu'ici tout seul. Un sourire confiant s'est dessiné sur le visage de Deng Guang alors qu'il disait à son chef de secte de se reposer. La vraie bataille ne faisait que commencer. Un énorme coup de poing atterrit sur la tête d'un assassin, broyant l'os instantanément. Ils sont fracassés à travers les portes sur ordre direct de Deng Guang. Un poing jaillit avec une décharge d'énergie pure et brûlante. Un guerrier serre fermement son bandeau rouge, signalant qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Le Hogudan, l'escouade d'élite de la gueule de tigre de la secte, arrive enfin sur le champ de bataille en force. Deng Guang se tient triomphant, tenant ses ennemis brisés comme des trophées alors qu'il annonce que toute son unité est maintenant là. Kim Gon observe le champ de bataille. Il en a fini avec sa part de vengeance. Il appelle Deng Guang, lui donnant le feu vert pour les achever. Le grand gaillard n'a pas besoin qu'on lui dise 2 fois. Il écrase sa première cible au sol. Deng Guang charge dans la mêlée comme un train de marchandises. Il envoie un autre assassin valser d'un seul coup puissant. Une énorme frappe tombante fracasse le sol et quiconque se tenait dessus. Les membres restants de Euxu sont figés, regardant leurs camarades se faire démanteler. Gon marche calmement à travers le chaos, sa seule présence suffisant à les tenir à distance. Il les nargue, demandant pourquoi ils ont arrêté d'attaquer.
Deng Guang continue son carnage, se frayant un chemin à coups de poing dans les rangs. Il attrape la lame d'un autre gars en plein vol avant de livrer un contre brutal. Le sang gicle partout alors qu'il déchire les assassins masqués. Le troisième ancien est un prédateur au sens propre sur le champ de bataille. Personne ne peut se dresser sur son chemin plus d'une seconde. Ses yeux rougeoient d'une soif de sang alors qu'il y retourne pour une autre victime. C'est un tourbillon de destruction, ne laissant que des corps brisés derrière lui. Kim Gon observe depuis la ligne de touche, complètement imperturbable. Il doit admettre qu'avoir un gars comme ça de son côté est incroyablement utile. Voyant Gon s'avancer également au cœur du champ de bataille, l'ancien chauve était sur le point de prendre la parole et de l'arrêter. Mais avant même que les mots ne sortent de sa bouche, un membre de la secte du sang noir s'est jeté sur Gon, hurlant vengeance pour son chef tombé au combat. Gon n'a même pas pris la peine de se retourner, se plaignant simplement que le gars était beaucoup trop bruyant, alors que son carambi l'avait déjà envoyé direct à l'écran de réapparition. Le combat est terminé. Deng Guang et ses hommes ont acculé les survivants. Deng Guang regarde Gon, demandant comment il devrait traiter les restes. Il suggère de tous les exécuter pour avoir osé lever leurs épées contre le boss. Gon reste silencieux un instant, pesant le pour et le contre. Mais là, quelque chose, ou quelqu'un, de petit attire son attention. Il commence à marcher vers une silhouette spécifique dans la foule. Ses pas sont le seul bruit dans la cour. Il s'arrête juste devant une petite silhouette masquée. La personne tremble tellement qu'elle peut à peine tenir son épée. Gon tend la main vers elle. Il retire doucement le masque. C'est une jeune fille, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle attend la fin. La voir ravive un souvenir soudain et douloureux chez Gon. Il se souvient de son ancienne vie dans la Corée moderne, les ruelles sombres et les petites frappes. Un groupe de voyous l'engueulait parce qu'il ne suppliait pas correctement. Le chef du gang menaçait de lui briser les jambes pour le plaisir. Un jeune Gon, impuissant, était à genoux, s'excusant et suppliant juste pour rester en vie. De retour à la réalité, Gon regarde la fille avec un regard de pure empathie. Il s'accroupit et demande s'il reste d'autres gamins comme elle dans cet endroit. Elle secoue juste la tête, trop terrifiée pour parler. Un des hommes masqués lui hurle dessus, disant à la gamine stupide de faire son devoir et de le tuer. Gon presse la détente, éliminant l'homme qui essayait de forcer l'enfant à tuer. Il regarde la fille et lui dit de garder les yeux fermés à partir de maintenant. Il est dégoûté qu'ils aient forcé un gamin à prendre une arme et se soient attendus à ce qu'elle devienne une meurtrière. Sa rage déborde alors qu'il fixe les monstres responsables de ça. Il dit à Deng Guang qu'il prend la gamine et qu'il part devant le groupe. Il laisse le reste des ordures survivantes pour que ses hommes s'en occupent. Derrière eux, la base ennemie est purgée dans un incendie massif, ne laissant rien derrière elle. Bientôt, ils sont sur la longue route du retour vers le quartier général dans une calèche tirée par des chevaux. L'ambiance à l'intérieur est tendue alors que la gamine est assise nerveusement, entourée de guerriers légendaires. Deng Guang observe son chef, réalisant qu'il est en fait un gars plutôt bon au fond. L'ancien aux cheveux rouges tourne son attention vers la jeune fille silencieuse assise en face de lui. Il lui lance un énorme sourire terrifiant et lui demande comment elle s'appelle. La pauvre gamine commence à avoir les larmes aux yeux, complètement submergée par son expression effrayante. Deng Guang est sincèrement confus de voir qu'elle a l'air sur le point de faire une crise cardiaque. Gon intervient, lui disant de ne pas s'inquiéter et d'essayer juste de se détendre pendant le voyage. Elle parvient à lâcher un petit merci, inquiète d'être un fardeau vu qu'elle n'a aucune compétence. Elle promet de faire de son mieux pour n'importe quel boulot qu'il lui donnera. La franchise de Gon brille alors qu'il lui dit qu'il n'a absolument aucune utilité pour elle. La fille est stupéfaite, se demandant quel est son but si elle n'est pas là pour servir. Elle le regarde avec de grands yeux curieux alors qu'il continue. Il lui dit que les gamins ne devraient se concentrer que sur bien manger, jouer et être heureux. Ils arrivent enfin au bâtiment principal de la secte sous le grand soleil de l'après-midi. Les autres anciens sont déjà dehors, attendant pour accueillir leur chef. L'ancienne femme est immédiatement intriguée par la nouvelle fille qui les suit. La fille reste silencieuse et timide alors qu'elle fait face au nouveau groupe d'inconnus. L'ancienne la trouve adorable, mais Gon leur ordonne juste de préparer un endroit pour qu'elle puisse dormir. Soudain, un visage rond et familier arrive en sprintant à leur rencontre. C'est Mongo. Gon salue son compagnon préféré, demandant comment il va depuis son départ. Le carlin s'arrête juste devant la petite fille, curieux à propos de la nouvelle venue. Elle regarde le chien, complètement captivée par la petite créature. Elle tend une main tremblante pour caresser la tête de Mongo. En quelques instants, elle rigole et joue avec le chien dans la cour. Les voir ensemble fait naître un sourire doux et sincère sur le visage de Gon. Les anciens sont figés sous le choc,
se demandant s'ils viennent vraiment de voir le froid chef de secte rire. Il s'étire, déclarant qu'il est crevé et qu'il rentre se reposer. Mais là, il s'arrête et se retourne, réalisant qu'il ne connaît toujours pas son nom. Elle avoue doucement qu'elle n'en a pas, vu qu'ils ne l'ont jamais appelé que numéro 121. Gon fait une pause, décidant qu'elle mérite mieux qu'un simple numéro comme identité. Il lui donne un nouveau départ, lui disant qu'à partir de maintenant, elle s'appelle Haru. Il dit que c'est juste un nom simple qu'il aimait bien, ni plus ni moins. Il lui dit de se concentrer sur le fait de vivre heureuse, ce qui laisse la fille complètement abasourdie. Haru le regarde s'éloigner, ayant enfin l'impression d'avoir une vraie place dans le monde. Haru, avec des larmes de joie brillant dans les yeux, promet qu'elle va vivre une vie vraiment heureuse à partir de maintenant. Kim Gon lâche un léger soupir de satisfaction, voyant que l'enfant a enfin trouvé la paix. Un ancien s'approche du chef de secte, présentant une lettre arrivée de Mangei de la porte à eau pendant leur absence. Gon déroule le parchemin et lit attentivement le contenu, son expression se concentrant à chaque mot. Il se tourne immédiatement vers Deng Guang et lui ordonne de se préparer pour un nouveau départ. Avec un sourire malicieux, il annonce qu'ils partent à l'aventure pour trouver un nouveau bouclier humain pour leur équipe. Gon est assis seul dans sa chambre, passant en revue le message qu'il a reçu. Il étudie la lettre avec attention, s'assurant de ne rater aucun détail. C'est un rapport de Mangei, le chef de la province de Taomin, qui se noie actuellement dans la paperasse. Les infos suggèrent d'acquérir 36 acres de forêt pour aider à étendre l'influence de la secte Mongo. C'est une cible stratégique, car le terrain est actuellement occupé par un groupe ayant une idéologie très différente. Prendre le contrôle fournirait un coup de boost significatif à leurs effectifs et à leur puissance globale. La zone est contrôlée par Yujiniak, un homme ayant plus de 100 maîtres qualifiés sous ses ordres. C'est un poids lourd, largement reconnu comme l'un des 10 meilleurs maîtres d'arts martiaux au monde. Gon réalise qu'avoir une telle force comme allié leur faciliterait grandement la tâche. Après une longue journée de planification, il décide qu'il est enfin temps de fermer l'œil. Le lendemain matin, un oiseau pépit sur une branche alors que le soleil commence à se lever. Deng Guang et Haru se pointent avec de grands sourires pour lui dire que tout est prêt pour le voyage. Deng Guang s'approche un peu trop près et finit par se prendre une tarte dans la gueule de la part de son maître encore endormi. Gon essaie de se stabiliser, se sentant encore un peu à l'ouest. Il reste assis là à se frotter la tête, se demandant pourquoi Haru est aussi debout si tôt. Haru et l'ancien attendent qu'il se réveille complètement pour pouvoir s'y mettre. Deng Guang a un regard d'excitation flippant, affirmant qu'il voulait juste voir le visage de Gon à la première heure le matin. Gon commence à se lever pour se préparer pour la journée, tandis que l'ancien aux cheveux rouges garde prudemment ses distances. Deng Guang présente fièrement une nouvelle tenue qu'il a choisie spécialement pour le voyage. Gon regarde les vêtements Tapax en grave l'œil et se demande s'il va dans un parc d'attractions au lieu d'une réunion. Haru est complètement conquise par contre, trouvant le design à paillettes tout simplement magnifique. Gon fixe les fringues avec un regard de pur scepticisme. Il les enfile quand même. Les robes noires et dorées lui donnent carrément l'air de quelqu'un qui commande. Deng Guang et Haru sont tous deux époustouflés par sa classe dans son nouvel équipement. Gon ne veut pas perdre plus de temps, alors il leur dit qu'il est temps de bouger. Avant de partir, il a une petite discussion en privé avec Haru. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter et promet de « jouer dur » pendant qu'il est en voyage d'affaires. Gon se contente d'un petit sourire en coin, visiblement satisfait de la réponse. Il se met en route, laissant Haru derrière lui pour qu'elle profite un peu de sa liberté. Dehors, le soleil brille et les ouvriers sont occupés à charger la calèche de ravitaillement. Gon et Deng Guang sont sur le cul de voir une énorme pile de bagages qui les attend. Une femme s'avance d'un pas désinvolte, expliquant que tous ces sacs lui appartiennent. Il s'avère que Jin Waran se joint au groupe et elle a clairement fait ses valises pour un long séjour. Gon se dit qu'avoir une troisième personne avec eux pourrait être une bonne idée, juste au cas où les choses se compliqueraient. Jin Waran porte une robe d'une élégance époustouflante qui fait vraiment son petit effet. Gon pense que la tenue est un peu tout mûche pour voyager, mais elle a l'air parfaitement heureuse avec. La calèche cliquette sur le chemin alors qu'ils entament officiellement leur long périple. À l'intérieur, Gon et Deng Guang discutent des spécificités de leur destination. L'ancien aux cheveux rouges explique qu'ils se dirigent d'abord vers le quartier général du Tigre Noir. Jin Waran ajoute qu'ils doivent rencontrer le commandant en second vue, qu'ils n'ont pas de lien direct avec le chef. Gon demande à quel genre de personnes ils vont avoir affaire une fois sur place. Dehors, le cheval hennit alors qu'il continue d'avancer sous le soleil de l'après-midi. Gon a l'air un peu dans les vapes, mais Deng Guang s'excuse rapidement d'avoir parlé trop longtemps. L'ancien suggère qu'il monte le camp dans le coin et se mette quelque chose dans le ventre, et Gon n'a aucune raison de refuser. Alors qu'il s'installe autour du feu de camp,
Jinwaran s'assure que le repas est bien à la hauteur de ses attentes. Gon prend une bouchée et admet que c'est au moins mangeable, bien qu'il n'ait pas l'air particulièrement impressionné. Soudain, le bruit de buissons qui s'agitent fend le silence de la nuit. Gon et Jinwaran se fixent instantanément sur la source du bruit, réalisant qu'ils ne sont pas seuls ici. Une paire de pieds sales et boitants émerge de l'obscurité, s'avançant vers la lumière du feu. Une jeune femme apparaît, l'air complètement exténuée alors qu'elle demande timidement si elle peut avoir quelque chose à manger. Jinwaran reste silencieuse, mais Gon a le pressentiment que cette fille va être un sacré nid à emmerde. De près, les bras de la fille sont couverts d'égratignures et de crasses, montrant clairement qu'elle a passé un sale quart d'heure. Jinwaran la laisse s'approcher, se disant qu'il serait trop cruel de repousser quelqu'un qui meurt de faim. Cependant, elle murmure au groupe que la fille a l'air d'être poursuivie, ce qui pourrait les mettre dans une mauvaise posture. La fille s'excuse pour l'intrusion, les yeux rivés sur la nourriture. À la seconde où elle a un bol entre les mains, elle commence à engloutir le contenu comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Gon regarde ça avec une incrédulité pure, se demandant s'il vient d'inviter une dingue finie à son feu de camp. Après avoir fini le bol entier en quelques secondes, elle se présente sous le nom de Son Grand et promet de leur rendre l'appareil. Jinwaran s'en fout d'être remboursée. Elle veut juste que la fille dégage avant que d'autres emmerdes ne se pointent. Son Grand s'excuse à nouveau et se prépare à repartir dans le noir. Gon lui dit de profiter du reste du repas avant de partir. Le temps qu'elle finisse, il ne reste plus une seule miette de nourriture dans aucun des récipients. Jinwaran dit à Gon d'aller se reposer dans la calèche pendant qu'elle se met au travail pour lui préparer un nouveau repas. Gon se dirige vers la calèche, se sentant encore un peu mal à l'aise. Il s'arrête quand il entend quelque chose au loin. Une troupe de soldats du gouvernement à cheval déboule soudainement dans leur camp. L'officier en chef sort un croquis et demande s'ils ont vu la femme dessinée dessus. Gon regarde le papier. C'est un dessin indubitable de Son Grand. L'officier commence à devenir agressif, exigeant une réponse avec un ton qui hérisse immédiatement le poil de Gon. Gon prend une grande inspiration, essayant de garder son calme pour que les choses ne dégénèrent pas inutilement. Il leur dit qu'il n'a vu personne et demande aux soldats de lui foutre la paix vu qu'il est crevé. Le visage de l'officier devient rouge vif de rage face à ce manque de respect flagrant. Il hurle sur Gon, lui demandant s'il a envie de mourir pour parler à une autorité gouvernementale comme ça. Gon ne flanche pas, fixant l'homme droit dans les yeux et lui demandant si astérisque sait exactement à qui il a affaire. Jinwaran intervient, suggérant qu'ils se mêlent tous de leurs oignons et qu'ils passent à autre chose. Elle regarde l'officier dans les yeux et l'avertit qu'il vaut mieux ne pas faire couler de sang pour une si petite affaire. L'officier déglutit, sentant la pression pure irradier d'elle. Malgré la peur, il insiste sur le fait qu'il ne peut pas juste les croire sur parole et qu'il doit fouiller la calèche. Jinwaran lui reproche d'être si méfiant, mais l'officier ne lâche pas le morceau. Gon réalise qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir par la diplomatie cette fois. Il marche vers la calèche et tend lentement la main vers la poignée de la porte. Il ouvre la porte à la volée, et bingo, Son Grand est assis juste là, en train de grignoter encore de la nourriture. Elle lui fait un petit signe de la main avec désinvolture, mentionnant qu'elle n'avait jamais vraiment dit astérisque ou astérisque elle allait. Le visage de Gon n'est qu'un masque d'horreur pure alors qu'elle continue de manger, complètement inconsciente des soldats qui se tiennent juste derrière lui. Son Grand est prise la main dans le sac, ou plutôt, la main dans la brioche, à l'intérieur de la calèche. Elle n'est même pas gênée, riant juste de sa destination secrète tout en continuant de mastiquer. Kim Gon se tourne vers Jinwaran et lâche le terme immunité diplomatique, un concept qui n'existe clairement pas dans ce monde. Dehors, le soldat en chef est déjà méfiant et affirme qu'il ne leur a jamais fait confiance depuis le début. Il en a marre de parler et exige de savoir exactement ce qu'ils font sur cette route. L'épée sort du fourreau et il hurle à ses hommes d'arrêter tout le monde immédiatement. La cavalerie lance sa charge, les sabots soulevant un nuage de poussière. 4 cavaliers foncent vers la calèche, lame tirée et prêts à frapper. Kim Gon n'est pas stressé le moins du monde. Il porte juste la main à sa ceinture, prêt pour la baston. Il sort une arme et note qu'il n'y a plus aucun moyen d'éviter ce bordel maintenant. Jinwaran tente d'intervenir pour désamorcer la situation, mais Kim Gon lui dit qu'il est déjà beaucoup trop tard. Un impact massif résonne alors que la bataille démarre officiellement. Un soldat est déjà la face dans la terre alors que Deng Guang se tient au-dessus de lui, l'air pas impressionné du tout. L'ancien aux cheveux rouges est absolument terrifiant alors qu'il fixe sa prochaine victime. Kim Gon appelle Deng Guang, qui est plus que prêt à suivre l'exemple de son chef de secte. Avec un sourire glaçant, Kim Gon donne l'ordre d'y aller et de dégager le passage. Deng Guang lance immédiatement un coup de pied dévastateur qui envoie un soldat valser en arrière. Un des gardes tente de négocier, implorant qu'ils veulent juste la femme qu'il cache.
Cette demande lui vaut une patate brutale en pleine face, le réduisant au silence instantanément. Deng Guang devient un tourbillon de violence, tournoyant à travers les soldats restants. Il bondit sur la calèche, prenant le contrôle total de la scène chaotique. Un autre soldat se fait marteler dans le sol avec assez de force pour déclencher une onde de choc. Deng Guang chope la tête d'un mec et la fracasse vers le bas avec une force brute et pure. L'officier en chef commence à suer, réalisant que ces mecs sont bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Il décide de limiter la casse et s'enfuit sur son cheval, espérant s'échapper et faire son rapport. Deng Guang le regarde partir, traitant de manque de tact le fait d'abandonner ses propres subordonnés comme ça. Le vieil homme n'avait aucune intention de laisser ce type s'échapper, prévoyant de lui administrer personnellement une punition appropriée. Mais là, un éclair de feu a sifflé juste à côté de son visage. L'officier pense qu'il est en sécurité tant qu'il garde ses distances avec le monstre aux cheveux rouges. Soudain, une balle lui transperce l'arrière du crâne dans une gerbe de sang. Le cheval continue de courir dans l'obscurité, mais son cavalier est officiellement hors course. Le soldat dégringole de la selle et heurte lourdement le sol pendant que le cheval s'éloigne au galop. Kim Gon se tient là, pistolet au poing, la fumée s'échappant encore du canon après ce tir parfait. Jin Waran le regarde complètement sous le choc, qualifiant ce geste d'action totalement irréfléchi. Elle commence à paniquer à cause des retombées politiques qu'il va y avoir à s'en prendre à l'armée comme ça. Kim Gon lui adresse un grand sourire innocent et lui demande ce qu'ils ont bien pu faire de mal. Il mentionne une petite leçon de sagesse de l'endroit où il vivait avant. Inspectant le champ de cadavres, il explique que sans témoin, ce n'est pas un crime, c'est un assassinat. C'est une logique sombre et froide, mais Jin Waran se retrouve bizarrement convaincu. En plus, il a déjà trouvé un moyen d'arriver à leur destination, laissant l'ancien perplexe quant à sa prochaine action. Il pointe du doigt un bout de papier qui volette sur le sol, tout près. C'est un portrait robot de la fille qui se cachait dans leur calèche. Il s'avère que Son Grand est une femme recherchée, et ils en ont la preuve juste là, entre leurs mains. Son Grand était complètement incrédule. Elle n'avait même pas vu voler une seule flèche, et pourtant l'officier qui était à des kilomètres de là était déjà tombé raide mort. Kim Gon est plus concentré sur les faits, lui rappelant qu'elle est la fille du directeur général et qu'elle devrait probablement commencer à s'expliquer. Elle sort de sa rêverie et s'incline profondément, promettant de lui rendre l'appareil pour lui avoir sauvé la vie. Kim Gon ne veut pas de récompense extravagante, il veut juste qu'elle le présente à son père. Son Grand devient visiblement nerveuse, se demandant si Gon a une sorte de motif inavoué bizarre pour vouloir rencontrer son père. Après une brève négociation, ils se mettent en route vers la forteresse massive perchée haut dans les montagnes. Kim Gon lève les yeux vers les montagnes imposantes, prenant la mesure de leur nouvel environnement. Il se demande comment des gens peuvent survivre et vivre dans un endroit aussi rude et isolé. Deux gardes arrivent en sprintant, soulagés de voir que la jeune demoiselle est enfin rentrée saine et sauve. Son Grand les repousse d'un geste désinvolte, expliquant qu'elle voulait juste sortir et voir un peu plus du monde. L'un des gardes regarde Gon et Deng Guang, naturellement méfiant envers ces étranges nouveaux venus. Son Grand intervient rapidement, les présentant comme les héros qui lui ont sauvé la vie et l'ont nourri alors qu'elle mourait de faim. Les gardes s'inclinent avec respect, les remerciant au nom de la jeune demoiselle pour leur aide vitale. Cependant, ils hésitent quand ils entendent que ces « bienfaiteurs » demandent une entrevue directe avec le patron. Ils s'inquiètent des conséquences de laisser imprudemment entrer des étrangers sans une vérification des antécédents en bonne et due forme. Son Grand insiste sur le fait qu'il n'y a pas de problème, leur assurant que malgré leurs airs de brutes, ce sont de très bonnes personnes. Elle prend l'entière responsabilité pour eux, ordonnant aux gardes de guider le groupe jusqu'à son père immédiatement. Nous avons une vue d'ensemble du quartier général du Tigre Noir, une forteresse tentaculaire et imposante nichée au fond des montagnes. Deng Guang est sincèrement impressionné, notant que l'endroit est encore plus grand qu'il n'y paraissait de loin. L'un des gardes montre le chemin, conduisant le groupe vers le hall central. Alors qu'ils se tiennent devant l'entrée principale, Kim Gon ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les portes sont si inutilement gigantesques. Les lourdes portes grincent en s'ouvrant, révélant un long hall très éclairé qui signale leur arrivée. Le groupe marche au centre, leur pas résonnant dans ce grand espace silencieux. Depuis les ombres, une voix reconnaît qu'ils ont entendu parler du sauvetage de la fille, mais veut connaître la vraie raison de cette visite. Ils entrent dans la chambre intérieure, où un trône vide et orné trône sous une peinture de soleil couchant. Soudain, Yujinyak se dresse au-dessus d'eux, exigeant de savoir s'ils étaient ceux qui demandaient une audience. Kim Gon lève les yeux vers le géant, sentant le poids absolu de la présence de l'homme. Jin Waran s'avance pour présenter formellement la secte Mongu, mais le directeur général n'est pas intéressé par les formalités. Yujinyak la coupe, déclarant qu'il connaît déjà leur nom.
il veut juste savoir pourquoi ils sont venus le chercher. Il s'assoit sur le trône, les regardant de haut avec un regard perçant et plein d'attente. Kim Gon n'y va pas par 4 chemins, demandant leur aide comme bouclier humain dans leur combat contre l'Alliance Murim. Yu Jingyak le fixe pendant un long moment silencieux, assimilant l'audace pure et simple de cette demande. Puis, il éclate d'un rire tonitruant qui fait trembler les murs même du hall. Le son est si fort que Kim Gon doit physiquement se boucher les oreilles, se demandant pourquoi ses vieux maîtres font toujours autant de boucans. Une fois le rire calmé, Yu Jingyak redevient sérieux, demandant pourquoi il devrait aider quelqu'un qui n'a strictement aucun lien avec lui. Avant que Kim Gon ne puisse répondre, un subordonné se précipite pour livrer un message privé au boss. L'homme murmure quelque chose à l'oreille de Yu Jingyak, probablement à propos du récent nettoyage des soldats impériaux. Kim Gon les observe, se sentant un peu mal à l'aise alors qu'il attend leur réaction. Les yeux de Yu Jingyak s'illuminent soudain d'une intensité fougueuse, un large sourire de prédateur s'étirant sur son visage. Il se lève dans un bruit sourd, ses mains massives serrant les accoudoirs de son trône alors qu'il se prépare à bouger. Il domine Kim Gon comme un tigre littéral prêt à bondir, des flammes d'énergie tourbillonnant autour de son corps. Soudain, des mains se tendent vers Kim Gon, et son premier instinct est de penser à une embuscade soudaine. Yu Jingyak pose ses mains massives sur les épaules de Kim Gon, le dominant avec une expression intense alors qu'il réfléchit à un moyen de simplifier leur partenariat. Avec un sourire large et enthousiaste, le directeur général arrive à une conclusion soudaine et très définitive sur la façon de consolider le lien entre leurs sectes. Le visage de Kim Gon blêmit d'horreur absolue alors que Yu Jingyak déclare que la meilleure façon de sceller leur alliance est de lui donner sa fille en mariage.